Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Hello les enchanteurs, il est 10h et nous sommes donc sur radio-antasia.fr pour l'émission de chaque dimanche matin entre 10h et midi, le réveil des enchanteurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé toutes et tous une merveilleuse semaine. Quel bonheur de vous retrouver en ce dimanche matin. Sachez que c'est un rendez-vous hebdomadaire. Chaque dimanche, on se retrouve entre 10h et midi pour pouvoir partager plein de jolies choses autour de la radio et des découvertes et des créations, en fin de compte, de nos animateurs et chroniqueurs préférés sur Antasia. La chouette équipe, quoi. Et donc, avant que l'on ne commence, que je ne vous développe un petit peu tout ce qui va se passer aujourd'hui, pour cette matinée, je voulais faire des coucous à tous les enchanteurs qui sont sur le chat là actuellement. Donc, il y a Draco qui est parmi nous. Coucou Draco, j'espère que tu vas bien. Il y a Vera qui est là également. Coucou ma petite Vera, plein de gros bisous. Il y a Michael qui vient d'arriver, de se connecter sur le chat. On t'embrasse bien fort, mon petit Michael. Il y a Althea également qui est là. Coucou ma petite Althea, j'espère que tu vas bien et que tu as passé toi aussi une magnifique semaine. On a également Ezelian. Hello Ezelian, how are you? Fine. Alors Ezelian sera parmi nous à 11h30. N'oubliez pas pour sa chronique essentielle. Et il nous a préparé de très jolis plans, je peux vous dire. Il y a 2 plans magnifiques. Mais par contre, vous savez que comme on a réduit l'émission, ce ne sera plus de 9h à midi, mais de 10h à midi, ce qui fait que ça réduit également la chronique d'Ezelian. Alors je ne sais pas lequel des 2 plans Ezelian va nous concocter ce matin, mais en tout cas, il a fait un travail de fou. J'ai vu ses plans et je peux vous dire, waouh, ça promet du bouillon. Il y a également Sylvain qui est parmi nous. Coucou mon petit Sylvain. J'espère que ça va bien, que toi aussi tu as passé une merveilleuse semaine. Mes très chers enchanteurs, venez nous rejoindre sur le chat. Venez papoter avec les enchanteurs. Et n'oubliez pas, aujourd'hui c'est un jour très particulier. Alors, dans 2 jours, c'est un jour particulier, mais comme nous ne serons pas en live quand ça va arriver, on va en parler ce matin. Ah, il y a Kadarn également qui est parmi nous, et j'ai vu aussi Amulus tout à l'heure qui est passé, donc on l'embrasse bien fort, notre petit Amulus, et plein de bisous à Kadarn. En parlant donc de Kadarn, vous savez que Kadarn, chaque dimanche, nous propose une jolie chronique. Kadarn vous raconte la Bretagne de A à Z, et là, ce matin, on en est à la lettre N. N comme Nominoé. C'est un très joli nom, mais je peux vous dire que derrière ce joli nom se cachent des mystères que Kadarn va nous raconter, mais avec la très jolie voix de Vera. Et vous verrez Vera, elle dépote. Vera, elle dépote dans les chroniques de Kadarn. Je peux vous dire, elle y met tout son cœur, ainsi que Sylvain également, parce que Kadarn a beaucoup de chance. Il a 2 chroniqueurs rien que pour lui. Vous vous rendez compte la magie et l'enchantement de cette jolie chronique. Très prochainement, il y aura donc toutes les lettres, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, qui seront diffusées sur, j'allais dire le chat, non. Ça y est, je bug. Non, qui seront diffusés sur notre chaîne YouTube Antasia TV. Et en parlant de notre chaîne YouTube, je vous remercie vraiment très sincèrement. Il y a de plus en plus de monde qui s'y abonne. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que ça vous permettra ensuite, dans l'onglet communauté, de recevoir toutes les actualités de la radio. Pour le moment, notre seul réseau social est notre chaîne YouTube. Mais peut-être, surprise, mystère et boule de chewing-gum, peut-être qu'on aura Instagram et Facebook. Ah, j'ai rien dit.
C'est une surprise, c'est une surprise. J'en saurai un petit peu plus la semaine qui arrive parce que je vais échanger avec une merveilleuse enchanteresse, une auditrice qui apprécie particulièrement la radio et qui veut donner un coup de main. Donc il se peut qu'on crée une team spéciale pour les réseaux sociaux et je peux vous dire que cette demoiselle m'a proposé quelques idées qu'on va développer elle et moi autour de cette conversation téléphonique donc de cette semaine qui arrive et les idées sont magnifiques. Je peux vous dire, si ça se met en place, vous allez être content de pouvoir retrouver Antasia sur Instagram et sur Facebook. C'est beau ça, hein? Et oui, c'est un petit tips du matin. Alors, je vais pas trop parler trop longtemps parce que ce matin, il y a plein de choses qui vont se passer. Oh là là, je parle pas bien français, moi. Alors, dans 2 jours, c'est l'anniversaire de qui? Mystère et boule chewing-gum. D'ailleurs, elle n'est encore pas arrivée sur le chat, notre petite pupuce. Donc, c'est l'anniversaire de Mimi Mireille dans 2 jours. Et oui, elle est née un 13 février, notre très chère Mimi. Et Mimi, comme chaque dimanche matin, elle nous prépare toujours 2 jolies chroniques autour, des mystères, des personnages enchanteurs qui ont eu lieu dans le passé. Et donc, Retour vers le passé, c'est le nom de sa chronique. Et ce matin, elle va nous parler donc de Jeanne-Antoinette Poisson. Mais qui est Jeanne-Antoinette Poisson? Ça, c'est mystère et boule de chewing-gum, moi je vous le dis. Et donc, notre très chère Mimi va fêter son anniversaire dans 2 jours, le 13. Donc le 13, je crois que ça tombe mardi, si je ne dis pas de bêtises, me semble-t-il de mémoire. Oui, c'est tout à fait ça. Et comme nous ne serons pas à l'antenne, j'avais envie de lui réserver une surprise ce matin. Et oui, bon, déjà elle va avoir droit au jingle, enfin pas au jingle, à la chanson du joyeux anniversaire ce matin, mais surtout, je sais que Mimi est une grande fan, de Casimir, et donc j'ai acheté l'album de Casimir, et là cette chanson, ça s'appelle la chanson de Casimir, et donc c'est spécialement pour notre petite Mimi chérie que je diffuserai cette chanson. Ah, il y a Robert qui vient d'arriver. Coucou mon petit Robert, j'espère que tu vas bien, je te fais plein de gros bisous. Ensuite, alors, vous avez choisi pour la chouette chanson donc de la semaine, une chanson assez super, je trouve. Alors, c'est une autre version, parce que ce que vous avez choisi, c'est une autre version, mais l'histoire sans fin, vous connaissez? D'habitude, on entend toujours cette chanson Never Ending Story. Et là, non. Vous avez choisi l'autre chanson donc de l'histoire sans fin, et c'est Ivory Tower. Et en fait, c'est la tour d'ivoire, vous savez, avec la princesse, que Bastien doit. J'ai des frissons. Que Bastien doit sauver avec forcément tout l'univers du livre. Et donc c'est cette chanson-là de Giorgio Moroder que vous avez choisi pour ce dimanche matin. Ensuite, j'ai encore des restes de ma grippe. Je le sens là dans ma voix. Vous entendez ou pas? Ça, c'est fou cette grippe, je crois que c'est phénoménal. C'est phénoménal cette grippe. Je sais pas si vous l'avez eu, mais waouh, ça dépote. Oui, ensuite, alors, il y a quelques jours de ça, j'ai échangé avec Laura. D'ailleurs, vous savez que Laura, on l'entend dans le jingle Bienvenue à Antasia chaque dimanche, et d'ailleurs dans différentes chroniques de nos animateurs et émissions de nos animateurs. D'ailleurs, on la remercie au passage pour sa jolie voix et ses jolis jingles. Laura en fait m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle Calune, et j'ai eu un vrai coup de foudre pour l'un de ses morceaux qui s'appelle Je suis fou. Donc après Ivory Tower, écoutez bien la chanson Je suis fou, écoutez bien les paroles de cette chanson. Vous verrez, c'est une chanson particulière, très Jones, donc ça va nous changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de passer sur Antasia, mais je trouve ça vraiment génial. L'univers est vraiment happant, et surtout écoutez les paroles de cette chanson, vous allez voir, c'est assez original et ça parle de nous tous. Voilà, comme ça je vous ai spoilé. Je suis fou. Quand on aime tout le milieu un petit peu ésotérique, tout l'univers un petit peu occulte, mystique, on peut nous prendre pour des fous. Donc c'est le titre de cette chanson, et c'est le thème bien évidemment de cette chanson. Donc après coup, on aura l'immense bonheur bien sûr de retrouver la chronique de Mimi Mireille. Donc ce matin, je vous gâte avec 3 chansons dès le départ. Donc ensuite la chronique de Mimi Mireille bien sûr avec Jeanne-Antoinette Poisson.
Ensuite, on va avoir l'immense bonheur de retrouver la chronique de Cadarn avec N comme Nominoé. Et ensuite, vers 10h30, 10h40, eh bien, je vais vous passer une interview. Donc, une interview d'une demoiselle magnifique. Vraiment, la créatrice, donc, de la boutique de la Voix Minérale. Donc, Aurélie Mur, qui fait partie de nos partenaires. D'ailleurs, tout comme Amulus, qui est passé tout à l'heure, nous faire un coucou sur le chat. Amulus possède possède la boutique Baguette Salamander. Il fait aussi partie de nos partenaires, donc n'hésitez pas à aller lui faire un coucou sur son site, même sur sa page Facebook, sur son compte Instagram. Ça lui fera super plaisir et surtout acheter des choses magnifiques. Il propose de très jolies baguettes. C'est notre deuxième marque nœud, notre très cher Amulus. Je sais pas si vous vous souvenez de l'émission spéciale Noël où justement il nous avait révélé ça, notre très cher Amulus. Donc je lui fais plein de gros bisous à lui, à ses enfants et à sa charmante femme également. En parlant de boutique, avant que je lance un petit peu tout ça, il y a également sur notre site officiel radioantasia.fr sur la première page, eh bien j'ai mis en place le logo de la nouvelle boutique de Yabium Rovenroots. Vous savez que Yabium possède une boutique magnifique sur Etsy. J'ai fait une commande la semaine dernière, j'ai reçu ma commande, j'étais trop contente. Franchement, Yabi fait des créations à la main. Allez aussi faire un tour, donc vous allez sur notre site radioantasia.fr et là vous verrez en descendant à côté de la boutique donc de Richard Ellie, donc Natoria, juste à côté vous avez la boutique de Yabium. Vous cliquez sur l'image et vous êtes propulsé dans le monde enchanté de Yabium. En parlant de Yabium, sachez les amis qu'elle a fait plein de nouvelles vidéos sur sa chaîne YouTube et elle m'a transmis le lien, j'ai partagé aussi sur notre réseau YouTube le lien de la vidéo sur le vide de course. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le vide de course, allez écouter également cette vidéo qui date de Witches Radio. À l'époque, on avait fait une émission autour de ce sujet et c'est vraiment très passionnant. Je vous parle de ça parce que j'avais eu des messages de certains enchanteurs qui me posaient des questions autour du sujet du vide de course. Donc allez faire un tour sur le site, pas sur le site mais sur la chaîne YouTube de notre très cher Yabium et vous découvrirez ces jolies pépites. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Je vérifie mes petites actus. Non, après coup, ça, ce sera pour tout à l'heure. Oui, ce sera pour tout à l'heure. Donc, vous vous rendez compte que j'allais oublier la personne à peu près la plus importante. J'allais oublier la personne la plus importante. J'allais lancer la matinée sans vous dire qu'on allait avoir Zillion quand même à 11h30. Si, je l'ai dit. Je sais même plus. Si, je l'ai dit, Zillion ou pas? Si, je crois que je l'ai dit. Bah oui, parce que j'ai parlé de tes deux plans. Je suis une bécasse. Bref. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Donc, première chanson, la chanson de Casimir, parce que c'est dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Mimi, donc c'est le cadeau pour Mimi de ce matin. Ensuite, Ivory Tower, avec bien la chanson de l'histoire sans fin. Alors, la Tour d'Ivoire, bien sûr, pas Never Ending Story. Et ensuite, le cadeau de notre très chère Laura, avec Calune, Je suis fou. À tout à l'heure, mes très chers enchanteurs, et passez une bonne matinée en notre compagnie. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Et ce matin, nous allons continuer le thème de séduire. Et en ce 2e dimanche du mois, nous allons parler d'un personnage féminin historique, à savoir Madame Jeanne-Antoinette Poisson. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours selon les cas. Jeanne-Antoinette Poisson est née le 29 décembre 1721 à Paris. Son papa est François Poisson, écuyer de son Altesse royale, Monseigneur duc d'Orléans, et sa maman s'appelle Louise-Marie de la Motte. Jeanne-Antoinette a une sœur, Françoise Louise, et elle a également un frère, Abel François Poisson, qui deviendra Abel François Poisson de Vendières, marquis de Marigny. Son mari, donc François Poisson, est souvent absent pour remplir à bien ses fonctions.
Louise Madeleine, la maman de Jeanne-Antoinette, dit-on qu'elle aurait souvent de la visite. Et le papa de Jeanne-Antoinette serait plutôt Charles Lenormand de Tournehem. Alors là, j'ai un peu de mal à prononcer. Tournehem. Fermier général financier qui deviendra directeur général des bâtiments du roi en 1745 et jusqu'à sa mort en 1751 grâce à sa fille. Mais cela n'empêche pas sa famille d'avoir de grandes ambitions, et notamment pour cette jeune fille que l'on dit belle et gentille. Jeanne-Antoinette aurait eu, en fin de compte, une très bonne éducation. On lui a enseigné les arts tels que le dessin, la musique, la peinture, la gravure, la danse, le chant, et elle fréquente les salons littéraires d'amis de sa mère. Jeanne-Antoinette est gaie, sait chanter, aime la littérature, l'opéra, le théâtre. Elle a une très très bonne instruction. On dit d'elle qu'elle est belle comme un cœur, et elle a de nombreux soupirants, mais reste toujours très réservée. Comme il se fait en ce temps-là, ses parents arrangent son mariage avec un financier fermé royal et plein d'avenir, du nom de Charles Guillaume Lenormand d'Estiolles en 1741. De cette union naîtra une fille, Alexandrine Lenormand d'Estiolles, en 1744. Jeanne-Antoinette a une vie bien remplie, mais elle aura toujours un comportement sage jusque-là. En fait, à un moment donné, tout va basculer. En plaisantant, elle dit que l'homme avec qui elle pourrait tromper son mari serait le roi. Ce qui n'est pas pensable, car elle est issue d'une famille bourgeoise, enfin de la bourgeoisie de la finance, ce qui est alors très mal vu par les gens de son temps et même méprisé par la cour. Après, elle est comme les autres jeunes filles de son temps, qui rêvent de ce monarque qui n'est autre que le jeune et beau séduisant Louis XV, qui est même comparé à un demi-dieu. Une voyante prédit à Jeanne-Antoinette Poisson qu'elle serait la maîtresse d'un souverain. Bien plus tard, sentant sa mort venir, elle légua 600 livres à cette dame qui lui fit cette prédiction, mais nous n'en sommes encore pas là. Elle connaîtra de grands personnages de son temps, tels que Voltaire, le peintre Boucher, Casanova, et même le jeune Mozart, et bien d'autres encore. Jeanne-Antoinette est belle, gracieuse, et elle est déjà la coqueluche de toute la société parisienne. Elle vit une partie de l'année dans le château d'Estiolles, près de la forêt de Sénart, cette même forêt où Louis XV aime chasser. Louis XV s'est marié avec Marie Lewzinska. On a parlé de son papa, qui n'est autre la fille de Stanislas. De leur union naîtront 10 enfants. Après sa 10e grossesse, Marie se refuse à Louis XV. Louis va croiser Jeanne-Antoinette habillée d'azur et rose dans une voiture, alors qu'on nomme un phaéton en ce temps-là, bleu et rose. Louis XV, surnommé le bien-aimé, il a 35 ans et complètement subjugué par sa beauté. Et notre amie Jeanne-Antoinette n'a que 24 ans à l'époque. D'autres rencontres vont être organisées pour que Louis XV puisse revoir cette belle jeune femme à Versailles et à Paris.
Jeanne-Antoinette sera également invitée au bal masqué donné en l'honneur du mariage du dauphin Louis-Ferdinand. Jeanne-Antoinette est littéralement sous le charme de Louis XV. Il est beau, il est jeune, selon les critiques de l'époque. Jeanne-Antoinette vit son rêve. On dirait que la prédiction de la voyante s'avère vraie. Son mari s'offusque, mais ce que le roi veut, le roi l'obtient. Jeanne-Antoinette et son mari seront séparés de biens et de corps, il sera éloigné et nommé fermier des postes. Jeanne-Antoinette n'est pas d'une famille noble, on va lui trouver un titre. Louis XV va lui acheter un château à la mort de son propriétaire limousin et un titre. Elle deviendra la marquise de Pompadour. Elle n'ira jamais dans ce château, mais c'est le sésame obligatoire pour faire son entrée officielle à la cour. Nous sommes en 1745, quand Jeanne-Antoinette deviendra la maîtresse officielle du roi, puis sa favorite. Les enfants de Louis XV ne l'apprécient, mais alors pas du tout. Alors, il lui donne un surnom, la maman. Alors là, je vais vous l'épeler parce que c'est pas un nom pour les chastes oreilles. P-U-T-A-I-N. Louis XV l'installe au 3e étage du château de Versailles, juste au-dessus de son appartement. À partir de là, Madame Pompadour organise toute la vie à s'occuper de son roi. Elle sera pour lui bien plus que sa maîtresse. Elle sera aussi son amie, sa confidente, son épouse, sa thérapeute, son ministre, etc. Tout cela dans l'ombre. Elle organise des soupers, des pièces de théâtre, de multiples divertissements pour ce roi qui est trop souvent mélancolique. Elle suit le roi dans de nombreux déplacements et de parties de chasse, malgré qu'elle n'apprécie pas la chasse. Après plusieurs fausses couches, en 1750, elle ne sera plus son amante. On pense que c'est parce qu'elle souffrirait d'une leucorrhée, et il n'existe pas encore de traitement en ce temps-là. Mais elle restera quand même sa maîtresse officielle. Elle se voit comme la nouvelle madame de Maintenon. Mais elle a quand même peur d'être remplacée. Elle fera tout pour garder sa place et se rendre indispensable au roi. Le roi eut d'autres maîtresses, mais aucune ne deviendront officielles, souvent très jeunes. Elle aura même des enfants avec... il aura même des enfants avec elle, hein. Toutes ces nouvelles maîtresses. La marquise eut peur qu'ils reconnaissent ses enfants, mais ce ne se fera pas. Elle regrettera même de ne pas avoir pu lui en donner un. Elle continue à suivre le roi dans ses déplacements malgré qu'elle vieillit et que sa santé décline. En 1756, elle sera nommée au titre de dame du palais de la reine. Elle aura un rôle important, même déterminant pour Louis XV. Elle lui donnera l'illusion d'un foyer à la cour et aussi au gouvernement, notamment au niveau des arts, de la philosophie, des Lumières. Après la guerre de succession d'Autriche, elle jouera un rôle important dans le renversement de l'Alliance en 1756 et dans la chute de plusieurs ministres, entre autres Choiseul lui doit sa fortune. En 1757, un attentat au couteau contre Louis XV rend anxieuse Madame de Pompadour. Toute la famille royale est à son chevet. Elle est exclue. Mais dès que le roi peut écrire, il lui écrit un mot. Et aussi, elle est métamorphosée et elle va mieux. Malgré tout, ses forces s'épuisent de plus en plus. Elle devient très vite l'ombre d'elle-même. Le roi lui rend des visites à la toute fin de sa vie
Madame de Pompadour reçut l'extrême onction du curé de la Madeleine. Ce dernier voulut prendre congé, mais elle le retient et elle lui aurait dit « Attendez une minute, monsieur le curé, nous partirons ensemble. » Elle décède le 15 avril 1764. Quand le roi apprit son décès, il annula tout ce qu'il avait prévu et se retira dans ses cabinets avec les proches de Jeanne-Antoinette. Le 17 avril, à 18h, un effroyable orage éclata lorsque le convoi de la marquise quitte l'église de Notre-Dame de Versailles pour un service funèbre. Le roi regarde le convoi funèbre depuis son balcon, silencieux. Les larmes lui coulent jusqu'à ce qu'il ne voit plus. Il était en compagnie de Changplost. Il rentre dans son cabinet, 2 grosses larmes coulent encore, et il dit à son ami « Voilà les seuls devoirs que j'ai pu lui rendre. » Je vais vous laisser pour ce matin, en espérant que ce rendez-vous vous a convenu. Alors les informations que je vous ai données, je les ai trouvées dans le livre de Madame Pompadour, d'Evelyne Levert, les femmes qui ont fait l'histoire de Sabine de Lobel, le dictionnaire des anecdotes historiques d'Armand Isnard. Je vous souhaite une agréable journée, une belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Cadarne vous raconte la Bretagne de A à Z. N comme Nominoé. Bien souvent, en passant par Redon en Ille-et-Vilaine, j'aime marquer la pause et laisser mon esprit remplir les vides de l'histoire à la lecture d'une plaque commémorative fixée sur un mur. À la gloire de Nominoé, premier roi de Bretagne, vainqueur des Francs à Ballon. En 30 ans diplomatiques, furieuse charge cavalière piégeant l'ennemi dans les marécages aux alentours de l'abbaye de Ballon à Bain-sur-Oust. Le père de la Bretagne, Tadarvro, c'est-à-dire père de la patrie, est entré dans la légende régionale, mais son histoire semble, elle, se retrouver naufragée dans le grand océan de l'histoire de France. Mais voici un petit résumé, en le souhaitant assez digeste. De rebelle à roi. Nominoé, né vers 800, et là ça commence déjà mal. Parfois fils d'un paysan devenu riche, suite à la découverte d'un trésor, version écrite par des moines furieux d'avoir vu leur monastère incendié par le futur roi. Parfois descendant des rois légendaires bretons, dont la généalogie est inscrite dans l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, aucune trace de sa jeunesse ne nous est parvenue à ce jour. Sa carrière commence en mai 831, lorsque l'empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne, le nomme comte de Vannes et missus imperatoris, c'est-à-dire envoyé de l'empereur, en Bretagne. Cette fonction lui donne autorité dans les domaines administratifs, judiciaires et religieux sur les comtés bretons. Avec la mort de l'empereur Louis en 840, vient pour Nominoé le temps du choix de l'alliance entre les 2 fils de Louis, prétendant au trône franc. Soutien dans un premier temps de Lothaire Ier, il finit par se rallier à Charles le Chauve. Nominoé trouve à cette époque un allié local, Lambert II de Nantes, fils d'un précédent comte de Nantes et ancien partisan de Lothaire. En 845, Nominoé a mené une rébellion contre le roi franc Charles le Chauve, aidé par Lambert II, qui cherchait à soumettre la Bretagne sous son autorité. Notre Breton a remporté une victoire importante à la bataille de Ballon, hélas peu documentée. Mais avec un rapport de 1 Breton pour 3 francs, non pas de blague, et 3 francs, c'est pas cher. Il réussit à repousser les forces de Charles le Chauve.
Cette bataille est considérée comme un moment clé dans l'histoire de l'indépendance bretonne. Après la bataille de Ballon, Nominoé poursuit ses efforts pour consolider son pouvoir et défendre l'indépendance de la Bretagne contre les invasions franques. Il a également conclu des alliances avec d'autres royaumes, notamment les Vikings, pour renforcer sa position et protéger la Bretagne. Mais ça, c'est une autre histoire. Nominoé est décédé en 851, laissant derrière lui un héritage important et un descendant à la hauteur de son accomplissement, son fils Erispoé. En conclusion, réussissant à établir un royaume breton indépendant et à poser les bases du développement et de la prospérité de la Bretagne en récupérant en 850 Rennes et Nantes, Nominoé a inspiré les générations futures de Bretons pour continuer à se battre contre les tentatives d'assimilation par les rois de France. Aujourd'hui, Nominoé est encore honoré. Il est considéré comme l'un des plus grands héros de l'histoire de la Bretagne et son nom est toujours associé à l'indépendance et à la fierté bretonne. Alors... Ah, zut alors, j'ai pas trouvé de phrase de fin. Kenavo! Eh bien non, pas tout de suite. Quand l'histoire devient poreuse, il nous reste heureusement la culture populaire. Le Barzaz-Breiz est un recueil de chants, paroles et musiques originaire de la partie bretonnante de la région au XIXe siècle, traduit et annoté par le vicomte Théodore Hersart de la Ville-Marquée. Voici ce que l'on peut y lire en introduction du tribut de Nominoé. Noménoé, le plus grand roi que la Bretagne ait eu, poursuivit l'œuvre de la délivrance de sa patrie, mais par d'autres moyens que ses prédécesseurs. Il opposa la ruse à la force. Il feignit de se soumettre à la domination étrangère et cette tactique lui réussit pour arrêter un ennemi 10 fois supérieur en nombre. L'empereur Charles, dit le Chauve, fut pris à ces démonstrations d'obéissance. Il ne devinait pas que le chef breton, comme tous les hommes politiques d'un génie supérieur, attendait prudemment. Quand vint le moment d'agir, Nominoé jeta le masque. Il chassa les Francs au-delà des rivières de l'Oust et de la Vilaine, recula jusqu'au Poitou les frontières de la Bretagne et, enlevant à l'ennemi les villes de Nantes et de Rennes, qui depuis n'ont jamais cessé de faire partie du territoire breton, il délivra ses compatriotes du tribut qu'ils payaient aux Francs. Alors, repoussez les frontières et, attention au coup de ballon, Kenavo. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou mes très chers enchanteurs, eh bien nous sommes ensemble pour cette interview spéciale partenaire et ce matin, donc dans le réveil des enchanteurs, j'ai en ma compagnie la créatrice de la boutique La Voix Minérale. Coucou Aurélie. Bonjour Alina. Merci de m'avoir proposé cet échange. Merci à toi, franchement, pour avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment super contente de te recevoir et surtout, je suis super heureuse que tu fasses partie des partenaires de la radio. Merci à toi. Merci, c'est très gentil. Alors donc, ce matin, on va découvrir un petit peu ton histoire, ton parcours. Qui es-tu ? Comment tu as créé La Voix Minérale ? J'ai cru comprendre également que tu avais écrit un livre qui est actuellement en vente. Donc voilà, on veut tout savoir. On est ensemble pendant à peu près 30 minutes, 40 minutes pour apprendre un petit peu à te découvrir. Donc je suis Aurélie Hédin, je suis la gérante de La Voix Minérale et l'auteur du livre Révéler votre potentiel grâce aux pierres. J'ai 32 ans et je vis en Franche-Comté à côté de Besançon. Je suis passionnée de pierres et de lithothérapie, de développement personnel depuis un peu plus de 11 ans. À l'époque où j'ai fait cette découverte, j'essayais d'avoir un bébé avec mon mari depuis presque 2 ans. C'était une vraie souffrance de ne pas y parvenir, surtout qu'aucune raison médicale ne l'expliquait. Ça et d'autres éléments de mon contexte de vie m'ont fait me replier sur moi et surtout tomber en dépression. Je me souviens avoir passé un été sans sortir du tout de chez moi, sans voir le soleil. Et une nuit, j'ai lu quelque chose sur la lithothérapie et pour être tout à fait sincère, j'étais très sceptique. Oui. Mais quelques jours plus tard, ça me travaillait toujours. Alors je suis revenue sur les sites que j'avais visités et j'ai commandé mes premières pierres. Et je pensais que les pierres m'aideraient à tomber enceinte, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. En débutant la lithothérapie, j'ai aussi débuté un travail de développement personnel.
Et en faisant ce travail, j'ai eu une grosse prise de conscience. Je me suis rendu compte que je vivais dans une relation toxique et destructrice, et surtout que je me détruisais moi-même. Au bout d'1 an, j'ai pris la décision de me séparer de mon mari, et ça a été une période très difficile parce que j'avais tout à reconstruire. J'ai renoué avec ma famille, je me suis reconstitué un réseau amical, j'ai trouvé du travail et repris mes études. Et à chacune de ces étapes, j'étais toujours accompagnée des pierres, et c'est comme ça que j'ai pu avancer un pas après l'autre. Je me souviens par exemple qu'il m'a fallu quand même plusieurs semaines de travail avec la citrine et la pierre de soleil pour réapprendre à sortir dans la rue, juste sortir dans la rue. En fait, j'avais très très peur de l'extérieur et je ne savais pas à l'époque, mais c'est des progrès qui ont été capitaux pour la suite de mon parcours, puisque j'ai repris mes études en alternance et donc j'ai dû côtoyer beaucoup de personnes au quotidien. Et en 2022, pour la sortie de mon livre, je me suis même retrouvée à donner une conférence sur la gestion des émotions à Sainte-Marie-aux-Mines. Pour moi, c'était une grosse avancée. Et au moment de cette conférence, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Wow. Donc, je l'ai pris un peu comme un clin d'œil de la vie, une sorte de message pour me dire que j'étais maintenant prête. Et ma fille a aujourd'hui 8 mois. Et encore une fois, c'est la lithothérapie qui m'aide beaucoup dans cette nouvelle étape de ma vie. Je pense que les pierres font partie de moi et qu'elles ne me quitteront jamais. Eh ben écoute, franchement, c'est un parcours vraiment vraiment superbe. Alors super émouvant parce que j'ai la sensation d'écoutant raconter tout ça que le corps a parlé en fait. Le corps t'a empêché de tomber enceinte, comme s'il savait au fond de lui que c'était pas la personne qu'il fallait quoi. C'est fou. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça parce qu'en fait, on a fait des examens, il y avait rien qui expliquait en fait le fait que je ne tombe pas enceinte. Et je pense qu'au final, j'ai été protégée. Après coup, tout s'est débloqué, en fin de compte. Une fois que tu as commencé la lithothérapie, tu as pris conscience de ça intimement, en fait, émotionnellement, non ? En fait, si tu veux, j'ai commencé la lithothérapie, j'étais toujours avec mon mari. Sauf que plus j'évoluais, plus j'allais mieux, en fait, et moins ça allait entre nous, forcément. Et du coup, quelques mois après l'avoir quitté, en fait, je me suis mise à avoir à nouveau des cycles. Donc, je me suis dit, peut-être que déjà, à ce niveau-là, ça va mieux. Mais pendant des années, j'ai pensé que j'étais pas, alors sans être forcément stérile, j'ai pensé que j'étais pas très fertile. Et c'est pour ça que l'annonce de ma grossesse en 2022, ça a été une très grosse surprise parce que c'était pas prévu. C'était une bonne nouvelle, mais pas du tout prévu parce que je pensais que j'aurais peut-être jamais d'enfant, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, forcément, si t'essayes depuis super longtemps, qu'il n'y a rien qui se passe, c'est logique. Alors, je sais pas. En fait, souvent, on conseille des pierres pour tomber enceinte directement. Moi, je pense que les pierres, elles m'ont aidé à faire un travail sur moi, à aller mieux, en fait, dans ma tête et à me préparer, en fait, à ce moment. Donc, ça a pris du temps parce qu'il y avait beaucoup de travail en amont à faire. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec le recul, maintenant, je me dis que si à l'époque, j'avais eu un enfant, j'aurais pas été prête, en fait, j'aurais pas eu les épaules pour assumer ça. Donc, si je comprends bien, les pierres t'ont permis de t'ouvrir émotionnellement également, en fait, de te comprendre émotionnellement et de débloquer des situations du subconscient. Énormément de choses, parce que par exemple, tu vois, à l'époque, j'avais pas de permis de conduire et c'était quelque chose qui était extrêmement compliqué pour moi. J'essayais de le passer plusieurs fois. Tu vois, rien que le fait de ne pas sortir de chez moi, d'avoir peur de l'extérieur, d'avoir peur des autres, ça me rajoutait un stress supplémentaire. Ça bloquait, quoi. Et il a fallu que je fasse un travail sur moi pour m'ouvrir, pour avoir moins peur, avoir plus confiance en moi, pour arriver déjà à décrocher mon permis. Et aujourd'hui, je me dis, sans permis, si j'avais eu un enfant, vu l'endroit où je vis, ça aurait été très compliqué. Tu vois, c'est tout des petites choses comme ça qui font que aujourd'hui, je peux plus facilement assumer mon rôle de maman que je n'aurais pu à l'époque parce que j'étais pas assez solide, en fait. Et je comprends. De toute façon, comme on dit, dans la destinée, les choses arrivent comme elles doivent arriver, quoi. Si elles arrivent, c'est exactement. Il n'y a pas de hasard. Alors c'est vraiment passionnant parce que je pense qu'on est quelques-uns aussi. Alors moi, je suis pas super attirée par les pierres. Comme tu expliquais au début, j'en possède, mais j'en fais pas une collection. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser, après c'est ma vision, que la pierre, pour moi, elle a tout son sens et son symbolisme. Par exemple, si je la trouve en pleine nature, tu vois, ou si c'est le hasard qui m'amène à elle.
tu vois. Ou alors, si j'en achète, c'est vraiment parce que j'ai un vrai coup de cœur. Et en fin de compte, je vais pas vraiment m'attarder à ce qu'il la rapporte énergétiquement. Et donc, est-ce qu'il t'arrive, j'imagine, dans ton quotidien, au niveau de ta boutique, d'avoir justement ce type de client qui croit, parce que moi, au fond de moi, j'y crois, mais en même temps, je suis sceptique. Oui, ça m'arrive régulièrement. Oui. Alors, il faut savoir que j'ai, on va dire, deux types de clientes. J'ai des clientes qui vont me passer commande pour l'esthétique du bijou uniquement, qui croient pas forcément aux effets des pierres. J'en ai d'autres qui commandent que l'esthétique passe en second plan. Elles cherchent surtout des effets en fait sur les pierres. Et j'ai aussi, même on peut dire, un troisième type de clientes, c'est des clientes qui étaient au départ sceptiques et puis au final elles se rendent compte que l'influence des pierres leur fait du bien. Et puis elles commencent à s'intéresser à l'aspect lithothérapie en fait des bijoux que je propose. Donc j'ai vraiment de tout. Et en fait moi mon objectif c'est pas d'imposer une vision des choses. Enfin voilà, si les personnes qui croient pas aux vertus des pierres, ou en tout cas qui ne croient pas aux vertus qu'on trouve dans les livres, pour moi il n'y a pas de souci en fait. Je suis pas là pour convaincre des effets des pierres. Je pense qu'elles parlent pour elles-mêmes en fait. C'est sûr. Est-ce que tu penses en fait qu'elles peuvent parler qu'à un type de praticien, ou alors parce que peut-être que le praticien il est pas assez ouvert à ça? Je sais pas. Je pense que oui, il y a la possibilité de bloquer son ressenti quand on est trop dans le mental, par exemple, ou que voilà qu'on a des a priori sur la question. Oui, il y a forcément la possibilité de bloquer son ressenti, mais au final, même en bloquant son ressenti, on bénéficie quand même des effets des pierres. C'est juste qu'on en est moins conscient. Après, c'est vrai que le fait d'en être conscient, de ressentir un peu ce qui se passe. Ça aide par exemple dans le cadre d'une démarche globale de développement personnel, parce que c'est quand même le ressenti, ça reste un outil. C'est ce que j'explique d'ailleurs assez longuement dans mon livre. Ça reste quand même un ressenti qui va nous guider en fait dans le choix des pierres, qui va nous permettre de savoir si telle ou telle pierre nous est réellement adaptée, et puis de se rendre compte quand est-ce qu'il est temps de passer à une autre étape du travail, etc. Oui, c'est une sorte de long cheminement quand même intérieur. À accepter en fin de compte quel type de pierre nous correspond. Parce que je remarque aussi, il y a pas mal de sites, de blogs, ou même de vidéos sur Internet qui parlent de ça, qu'on choisit sa pierre par rapport à son mois de naissance, tu vois. Donc je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment une corrélation qui est faite, qui pourrait moi je suis pas trop dans ces choses-là. Tout ce qui est choisir sa pierre en fonction de son signe astrologique, de son mois, etc. C'est pas trop comme ça que moi je l'envisage. Après, je peux tout à fait admettre, qu'il y ait différentes façons d'utiliser les pierres. Moi, je suis plus pour faire, on va dire, une démarche poussée, on va dire, avec une analyse au départ des besoins et avec une sélection des pierres en fonction des besoins au moment où on commence son travail parce que choisir une pierre en fonction de son signe astrologique, ça voudrait dire que on aurait à tout moment de notre vie besoin de cette pierre-là. Oui. Et moi, je pense que les besoins évoluent en fonction de ce qu'on vit dans son quotidien, en fonction de ce qu'on devient. Et puis voilà, on peut très bien, par exemple, pendant quelques mois ou quelques semaines, avoir besoin d'une pierre pour, je sais pas moi, être moins timide. Et puis une fois que ce travail est fait et qu'on se sent un peu plus à l'aise, avoir besoin d'une autre pierre pour toute autre chose en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est un support. Après, c'est une ouais. Pardon. Excuse-moi, c'est un support en fait, c'est une sorte de support. Oui. C'est un outil, ouais. En tout cas, dans ma vision des choses, pour moi, c'est un outil. C'est un outil de travail. Ça veut pas dire qu'on respecte pas la pierre. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des pierres pour d'autres usages. Mais moi, en tout cas, c'est sur cet aspect-là que je me suis spécialisée. D'accord. En tout cas, ça a l'air passionnant. Pour te dire, moi j'ai Mimi qui, je sais pas si tu connais Mimi Mireille, mais j'ai Mimi Mireille en fait qui est passionnée de lithothérapie et lors de ses émissions, elle nous ouvre vraiment à la lithothérapie. Donc à chaque fois je découvre et je dis ah ouais quand même, il y a des pierres qui font ceci, il y a des pierres qui font cela. Et c'est vrai que c'est encore pas un domaine que j'explore. Il y a tellement de domaines à explorer dans ce milieu que on peut pas tout faire.
Donc c'est peut-être aussi ça qui se passe. Et le fait de te recevoir et justement d'en parler un petit peu plus, tu vois, personnellement, et je pense que c'est aussi pareil pour les auditeurs, ça nous ouvre à d'autres perspectives, tu vois. Et le fait que ça t'ait aidé aussi dans ta vie à évoluer, à aller mieux, à réaliser tes rêves aussi, à prendre confiance en toi, je trouve ça magique en fait. Donc peu importe le support qu'on peut utiliser, à partir du moment où on se sent bien et que ça nous aide et que ça nous fait avancer, c'est que du bonheur, quelque part. C'est exactement en fait ce que j'ai voulu exprimer quand j'ai choisi le nom La Voix Minérale. C'est qu'en fait c'est une voie parmi tant d'autres en fait pour parvenir à la réalisation de soi. Donc il y a les minéraux, ça va parler à certaines personnes, et puis pour d'autres personnes, la voie qui va les mener à leur épanouissement, ce sera tout autre chose. D'accord. Ah là tu vois, tu nous donnes un tips. Pourquoi tu as choisi la voie minérale? Et tu vois, voilà, t'as répondu. Et par rapport à la boutique alors? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la voie minérale, au départ, c'était juste un blog. C'est un blog que j'ai commencé dans ma période de reconstruction et qui me servait à échanger sur mes réflexions, sur ce que j'apprenais sur les pierres, etc. Au départ, j'ai jamais envisagé d'en faire une activité commerciale. Et puis c'est un blog que j'ai ouvert en 2015, et en 2018, je me suis dit pourquoi j'irais pas un peu plus loin. Parce que du coup, le blog, c'est des écrits, et je me suis dit peut-être que je pourrais aussi proposer des outils directement. Et donc c'est comme ça que j'ai créé la boutique, donc dans laquelle au départ je ne proposais que des créations artisanales, des bijoux artisanaux. Et puis quelques années plus tard, j'ai encore voulu aller encore un peu plus loin, et j'ai commencé à proposer des pierres et différentes petites choses en fait en rapport avec donc le développement personnel et le bien-être. Donc c'est une sorte de continuité en fait. C'est parti d'un blog, d'une passion, et ça se transforme justement en métier. C'est ça qui est beau. En fait, c'est ça, c'est que j'avais pas de plan dans ma tête. J'ai laissé un peu les choses se dérouler au fur et à mesure en fonction des opportunités qui s'offraient à moi et puis des idées que j'avais. Alors c'est vrai que comment dire, quand on tient une entreprise, on s'attend peut-être à ce qu'on ait des plans très détaillés, très chiffrés, etc. dans la tête. Et pour la voie minérale, c'est vrai que j'ai pas ça en fait. Je fais en fonction de ce que je ressens. C'est assez vivant en fait. Ça bouge en fonction des opportunités que j'ai, des idées. Oui, c'est pas programmé quoi. Exactement, ouais. C'est comme pour le livre. J'avais jamais envisagé d'écrire un livre de lithothérapie. Et puis donc à l'époque c'était Alliance Magique qui m'avait contacté pour me proposer d'écrire ce livre, et puis sans vraiment réfléchir j'ai dit oui, puis après j'ai eu peur, puis après je l'ai fait parce que j'étais partie dedans, et je l'ai fait à fond, voilà. Ah ouais, donc waouh. Comme quoi, vous voyez, la destinée, les amis. Quand on se passionne sur quelque chose, on tombe sur une situation dans notre vie qui nous assaille, qui nous renforce grâce à une rencontre. La rencontre pour toi, ça a été la pierre, la voie minérale. Tout à fait. C'est superbe. D'ailleurs, ça me donne une idée de si un jour ça t'intéresse, qu'on puisse ouvrir les portes de cet univers, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de la lithothérapie, en tout cas en radio, et ce serait vraiment intéressant de t'avoir comme guest sur ce type d'émission, parce que j'imagine que tu as beaucoup de choses à nous faire découvrir. Là, je t'entends, je ressens des petites subtilités qu'on ne peut pas forcément développer ce matin, mais ça pourrait vraiment amener à une jolie émission autour de comment évoluer dans sa vie, notamment par la voie minérale. Ouais, du coup tu prends des risques, parce que quand je viens parler de pierre, c'est difficile de m'arrêter. C'est que du tant mieux, moi j'ai envie de te dire, ça reste à la radio. Pour te dire, le livre, on a été obligé de faire des coupes en fait dans le manuscrit de départ, parce que ça allait être beaucoup trop long, et déjà c'est un livre qui fait, si je me souviens bien, plus de 300 pages. Ah oui. Donc la personne avec qui je travaillais chez Alliance Magique m'a dit mais là il va falloir un petit peu couper parce que ça risque d'être un petit peu long. Ouais, mais en même temps, quand t'es passionné, en fait, tu comptes pas les pages. Moi, je vois quand je lis des livres, le sujet est tellement passionnant que t'as envie de continuer, quoi. Surtout quand l'auteur te donne autant de cadeaux, quoi, dans son œuvre, quoi. Donc c'est merveilleux.
Donc, tu as sorti un livre. Justement, est-ce que tu veux un petit peu en parler? Donc, il est édité aux éditions Alliance Magique, toujours, hein? Oui. Alors oui, alors c'était Améthyste, c'est le label. Après, je sais pas si tu es au courant, mais Alliance Magique a été en liquidation et a été racheté par Pictos. Donc désormais, l'éditeur, c'est Pictos. Oui, tout à fait. Oui, j'ai appris ça, effectivement. Donc c'est Pictos qui est la maison d'édition de toute la collection Alliance Magique. C'est ça, ouais. Désormais, c'est comme ça. Et tu as pu donc continuer donc chez Améthyste, c'est ça? Oui, en fait, mon livre est sorti quelques mois avant qu'on apprenne la liquidation d'Alliance Magique. Ah. Et puis du coup, le contrat a été racheté par Pictos. Après, voilà, un ouvrage qui fait 300 pages avec beaucoup d'illustrations quand même, enfin d'images, de photos. Oui. Parce que forcément, les pierres, c'est quand même quelque chose. Pour moi, en tout cas, un livre de lithothérapie, il faut qu'il y ait des photos de pierres. Quand tu racontes ces particularités, il faut qu'il se sente appelé, non seulement par ce que tu écris, mais aussi par l'image qu'il perçoit de cette pierre. Tout à fait. Et puis aussi j'ai fait quelques fiches sur certaines pierres qui étaient donc utiles dans le programme que je détaille dans le livre. Forcément, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché de la pierre en termes de trafic et de contrefaçon, il faut quand même que la personne sache à quoi ressemble la pierre au naturel pour pas se faire avoir. Par exemple, je prends l'exemple d'une malachite. On trouve tellement de malachite synthétique en résine, etc., qu'il faut au moins que la personne ait vu dans le livre une malachite naturelle pour pouvoir se rendre compte, quand une fois qu'il est dans une boutique, si ça ressemble ou pas, quoi. Et oui. Après, comparé avec des images, c'est un peu particulier parce que les pierres, elles se ressemblent pas toutes et pourtant, deux pierres naturelles peuvent très bien ne pas avoir exactement les mêmes caractéristiques et pourtant être naturelles toutes les deux. Mais je trouve que l'image est importante au niveau des pierres. Déjà parce que c'est beau et puis aussi parce qu'il y a des choses à observer, quoi. Alors justement, est-ce que tu as une anecdote, un souvenir, une sensation, une émotion autour d'une pierre que tu as pu découvrir, qui t'a laissé une trace indélébile dans le cœur? J'en ai énormément. En 11 ans, j'ai vécu quand même pas mal de choses avec les pierres. Oui. Je crois que ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'était au tout début on va dire de mon utilisation des pierres, de mon travail personnel. J'avais une obsidienne menthe huichol et du coup j'avais commencé une période d'introspection avec. Et en fait j'avais repoussé au maximum cette période-là parce qu'à l'époque on disait beaucoup que les obsidiennes, attention, c'était puissant, c'était pas pour tout le monde, etc. Et moi j'avais peur en fait que ça me déstabilise complètement. Et en fait j'ai vécu une nuit, c'est vrai, c'était une nuit un peu compliquée où il y a beaucoup de choses qui sont remontées, où j'ai beaucoup pleuré. Mais au final, en fait, avec le recul, je me dis ça a été une nuit qui a été salutaire pour la suite de mon parcours parce que ça m'a permis de voir les choses en face. C'était brutal, mais par contre, c'était nécessaire pour la suite de mon travail. Elle t'a fait travailler intérieurement à une situation, une émotion que tu vivais en fait. En fait, j'étais beaucoup dans le déni à cette époque-là. Oui. Puisque je vivais dans une relation qui était complètement déséquilibrée, j'étais seule, j'avais pas de vie sociale, pas de travail, rien en fait. Et pendant des années, je me suis convaincue que tout allait bien, malgré le fait que, pour dire, je me suis même pas rendu compte que j'étais en train de faire une dépression. Pour moi, j'étais totalement dans le déni, je dormais plus la nuit. J'avais plus la force de rien, je passais mes journées dans mon lit sur mon PC à fumer comme un pompier. J'étais vraiment pas en forme. Et puis le travail avec l'obsidienne m'a vraiment fait prendre conscience que j'étais en train de me détruire et que je pourrais pas continuer comme ça en fait. C'était plus possible. Et du coup que contrairement à ce que je me disais à l'époque, non, j'étais pas heureuse en couple, j'étais pas heureuse de ma vie qui était complètement vide.
voilà, il y avait tout à reconstruire, et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, ça donne quand même un sentiment de tournis, de se rendre compte qu'en fait, on a tout à reprendre. Ouais, tout à refaire. Tout à refaire, ouais, parce que la voie choisie dans le subconscient ne convient plus, quoi. Non, c'est énorme, ce que tu dis. C'est énorme. Franchement. Bah justement, l'obsidienne, en fait, c'est justement ça. C'est que elle nous met face à ce qu'on ne veut pas forcément voir. Alors, elle le fait certes de façon un peu brutale. Par contre, voilà, c'est salutaire parce qu'on voilà, on a besoin de voir les choses en face pour pouvoir avancer, pour pouvoir régler ce qui doit l'être. Alors moi j'ai une question. En fait, comment t'as découvert l'obsidienne ? Alors à l'époque j'étais Facebook était pas aussi développé, on va dire, pour tout ce qui était groupe et lithothérapie. Donc j'étais sur un forum. Je me souviens plus exactement. C'était Pouvoir des pierres, voilà le nom du forum, qui existe toujours d'ailleurs, qui est un peu moins fréquenté parce que maintenant on a des groupes sur Facebook, etc., qui sont beaucoup plus actifs. Et donc j'échangeais avec beaucoup de personnes sur ce forum et l'obsidienne avait une image un peu mystique. Elle était un peu crainte parce qu'elle était justement réputée être assez difficile à vivre d'un point de vue ressenti. Et j'ai beaucoup entendu parler de l'obsidienne sur ce forum. J'ai mis un peu de temps à tester par moi-même parce que justement il y avait des discours qui avaient tendance un peu à faire peur. Et puis finalement, je me suis lancée un soir quand je me sentais prête, quand j'avais un petit peu plus d'expérience en termes de ressenti avec les pierres. Et voilà. Alors tu sais, quand tu me parles de ton expérience autour de l'obsidienne, ça me rappelle, puis ta vision aussi de la lithothérapie et ta manière d'aborder cette pratique, ça me rappelle beaucoup la pratique du miroir noir, où justement on va explorer l'intériorité de ce que l'on est à travers cette pratique en divination. Donc c'est en fait j'ai l'impression qu'il y a comme pas mal de pratiques qui se regroupent autour de l'intériorité de l'être, tu vois. Ça passe par plein d'outils. Et la pierre fait partie de ces outils par lesquels on peut justement faire évoluer son être intérieur, quoi. Mais je sais pas si tu le sais, mais l'obsidienne est utilisée pour faire ce type de miroir. Et elle est utilisée aussi en divination. Oui. Donc ouais, ça rejoint totalement en fait. Les deux se rejoignent. La seule différence, en fait, c'est que c'est à travers le miroir que là, c'est directement à travers la pierre. En fait. Oui, après, si la pierre est utilisée parce que tu sais, l'obsidienne, c'est un verre naturel, en fait. Oui. Donc elle est utilisée pour faire ce type d'outil. Alors, je sais pas si tous les outils de ce type sont faits en obsidienne, mais je sais que c'est une pierre qui est utilisée pour ça aussi. D'accord. Oui, effectivement, j'ai fait des recherches autour des miroirs et oui, il y a l'obsidienne. Tu vois, en fait, je suis un petit peu choquée, enfin choquée, dans le bon sens, attention, parce que oui. en fait, depuis longtemps, je ne perçois pas les pierres de cette manière-là, et en échangeant avec toi, là, franchement, ça m'ouvre vraiment à des perspectives, à des corrélations dans ma manière d'aborder aussi la pratique. Je m'aperçois pas que j'utilise la pierre de la même manière, mais en fait, je l'utilise. C'est ça qui est dingue, tu vois. Donc, ouais, c'est... Tu me laisses sans voix, Aurélie. En fait, à l'époque où j'ai commencé la lithothérapie, c'était assez marginal comme pratique. C'était pas du tout à la mode comme aujourd'hui. Et pour te dire, même, j'en parlais pas. Je disais pas parce que les gens avaient tendance à se dire mais qu'est-ce que c'est que cet illuminé, parce que voilà, je voyais les sourcils qui se levaient et c'était plutôt une pratique qu'on avait tendance à cacher parce que c'était pas aussi accepté qu'aujourd'hui, c'était marginal. Et à cette époque-là, avant que la lithothérapie soit à la mode comme ça, on avait plus tendance, oui, à utiliser les pierres d'une façon un peu plus approfondie qu'on le ferait aujourd'hui.
et aller un peu plus loin. Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui recherchent des pierres pour avoir des effets immédiats sans avoir nécessairement avoir beaucoup besoin de travailler sur eux. Voilà, qui cherchent quelque chose de facile et rapide. Oui, c'est ça. Et à l'époque, c'était pas comme ça vraiment que c'était vu. Et donc moi, je suis plutôt de la vieille école en fait. Au niveau lithothérapie, je vois pas du tout les choses comme on pourrait les voir aujourd'hui, avec une consommation d'un produit qui donnerait des effets comme ça en un clin d'œil. Sans avoir à s'investir. Et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que quand on veut pleinement profiter des effets d'une pierre, il faut que ce soit inscrit dans une démarche globale et il faut réellement s'investir en fait dedans. Pas forcément attendre que la pierre fasse tout pour nous, parce que c'est pas comme ça qu'on obtient les meilleurs effets en fait. Alors, est-ce que ça t'est arrivé, justement, de par ton expérience, non seulement, tu vis des choses intérieurement, tu le sens, tu le ressens, mais est-ce que tu as des situations qui peuvent t'arriver à travers tes rêves, des réponses, parce que, justement, t'es proche d'une pierre? Moi, je vois, par exemple, j'ai une pierre de lune noire qui m'accompagne très souvent partout, dans mes méditations, dans mes exercices de miroir, de divination, etc. Et je remarque que quand je dors avec, à des moments clés de l'année, ou des positions de la planète, etc. Il se passe des choses dans mes rêves, parce que je sais pas si c'est le cas aussi pour toi, mais j'ai un journal au rêve que je tiens et je note tout dessus. Et je m'aperçois en fait que plus je suis proche de cette pierre-là, quand je m'endors avec le soir, plus il peut se passer des choses, tu vois, dans mon subconscient qui me révèle dans un rêve. Est-ce que toi, ça t'est arrivé, ce genre d'expérience ? Alors les rêves, c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé, alors pas nécessairement avec les pierres, mais dans un autre contexte. J'ai fait une psychothérapie pendant 3 ans, oui. Après ma séparation. Pareil, ça rentrait dans le cadre de mon travail de développement personnel. Par contre, avec les pierres, c'est vrai que au moment où j'ai pris la décision de me séparer, donc j'étais pas encore tout à fait séparée, mais j'étais vraiment sur le point de l'être. Justement, tu parlais de pierre de lune, et moi j'utilisais une pierre de lune, et je me souviens très bien, même si ça fait un paquet d'années maintenant, enfin un paquet d'années, ça fait 10 ans. Je me souviens avoir fait un rêve qui m'avait beaucoup perturbée, où j'étais sur le toit de mon immeuble. Et en fait, mon ex-mari, c'est assez flou, hein. En général, les rêves, c'est assez, c'est beaucoup des symboles. Mais du coup, il était en train de toucher des câbles électriques. Et en fait, je me rendais compte que je pouvais pas l'aider, parce que si je l'aidais en le touchant, en fait, j'allais moi-même en fait me faire électrocuter. Et en fait, en analysant ce rêve, je me suis rendu compte en fait. Alors, je vais aller un peu plus en détail dans les difficultés que j'ai traversées dans mon couple à cette époque-là. Faut savoir que mon ex-mari était alcoolique et que j'étais vraiment très investie pour essayer de l'aider à arrêter. C'est ce qu'on appelle la codépendance. C'est-à-dire qu'en fait, toute ma vie tournait autour du fait de l'empêcher de boire, de le faire moins boire, etc. Et en fait, ça me bouffait complètement. Et en fait, je me rendais compte que j'étais en train de me perdre là-dedans. Et grâce à ce rêve, j'ai vraiment réalisé en fait que je pouvais pas l'aider, parce que lui-même en fait ne voulait pas s'aider, et que j'étais en train de me faire du mal à moi-même en essayant de l'aider, et qu'il était temps de fuir en fait. Ah oui. Donc ça a été une sorte de révélation, ce rêve. C'est un rêve qui m'a marqué, en tout cas dans mon parcours, et qui a confirmé en fait ce que je ressentais, que pour moi il était temps de partir, et que en plus de toutes les difficultés qu'on traversait, ce problème d'alcoolisme, je pouvais pas le régler à sa place en fait, parce que j'allais sombrer avec lui en fait. C'est souvent le souci qu'on a, c'est quand on aime les gens, on veut les aider, mais s'ils ne le veulent pas eux-mêmes, c'est compliqué. C'est ça en fait. Lui, il était beaucoup dans le déni pour le coup. Et puis moi je l'ai été pendant longtemps, et puis j'en suis sortie, mais pas lui. Donc voilà. Mais aujourd'hui je me rends vraiment compte que j'ai pris la bonne décision, parce qu'il boit toujours 10 ans plus tard, donc voilà. D'où cette révélation, quoi. D'où cette révélation, à un moment donné, il faut aussi savoir choisir sa voie. Et c'est triste, en même temps. On aimerait aider les gens qu'on aime, mais s'ils veulent pas, s'ils peuvent pas,
on peut pas le faire à leur place, quoi. Donc, Après, ça reste une maladie, hein, l'alcoolisme. Ouais. Mais bon, après, il y avait pas que ça, hein, dans la relation. C'était compliqué à bien d'autres égards, mais c'est vrai que sur ce point-là, en fait, c'est vraiment réalisé grâce à ce rêve-là que j'allais sombrer avec lui. Et c'est ça que tu vois que je trouve hyper touchant dans ton témoignage ce matin avec nous, c'est que tu t'ouvres et tu explores ton être intérieur. Tu essayes de trouver des clés, des solutions aussi pour pouvoir aller mieux. Et la lithothérapie fait partie de ces clés qui t'ont permis de transcender tout ça, en fait, de mettre cette lumière, tu vois, cette parcelle de lumière à l'intérieur de cette sombrerie vécue, quoi. C'est vachement magnifique, vraiment. C'est ça, en fait, j'ai comme une boîte à outils. Dedans, il y a plein de choses. Il y a la méditation, il y a les pierres, il y a les oracles aussi que j'ai beaucoup utilisés, les rêves. Oui. Il y a eu la psychothérapie. Il y a énormément de choses, en fait, sur lesquelles je me suis appuyée, en fait, pour avancer, quoi. Et ça, ce sont des méthodes que tu as découvertes au fil de tes recherches et que tu as voulu expérimenter, ou c'est arrivé à toi comme ça, mais ouais, mais je vais faire ça, et puis il se passe ça, ou alors parce t'as échangé avec des gens qui t'ont dit, pourquoi tu testerais pas ceci ou cela? En fait, c'est la lithothérapie, pour le coup, les pierres qui m'ont ouverte sur d'autres univers. En échangeant, par exemple, avec des gens qui s'intéressaient aux pierres, c'était aussi des gens qui s'intéressaient, par exemple, aux oracles. Et puis de fil en aiguille, voilà, au fil des lectures, c'est tout un univers, en fait, qui s'ouvre, hein. C'est pas que les pierres, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses autour, et beaucoup de personnes qui vont s'intéresser certes aux pierres, mais aussi à d'autres choses, et qui ont fait que au fur et à mesure, il y a des outils qui se sont mis dans cette fameuse boîte à outils. Il y en a certains que j'ai gardés parce qu'ils me parlaient, parce qu'ils m'aidaient réellement, d'autres voilà, c'était pas ma voie. Et voilà comment ça s'est passé. Je sais pas quoi dire, je suis très émue à écouter ton parcours, et je suis d'autant plus touchée que tu en parles ce matin dans Réveil les enchanteurs, vraiment. Je pense que ça va vraiment aussi ouvrir la voie aux auditeurs qui peuvent vivre des expériences similaires ou en parallèle, pour pouvoir un petit peu trouver des solutions qui ne jugeaient peut-être pas nécessaires sur le moment avant de découvrir ton intervention. Et d'ailleurs, ça me donne envie, hein, bien sûr, mais là je te le dis, hein, ouvertement, j'ai vraiment envie que l'on puisse explorer voilà, le côté un peu plus shadows work autour des pierres. Et moi, je t'invite, avec grand plaisir, lors d'une émission des Murmures du Chaudron, puisqu'on va vraiment orienter ces émissions autour donc de la pratique et du praticien. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du subconscient du praticien, ses peurs, ses failles, ses faiblesses, ses joies, ses peines, pour pouvoir avancer dans un cheminement serein et harmonieux. Et je trouve que le sujet justement de la voie minérale, parce que c'est une voie, tu l'as très bien dit pendant tout le long de cette entrevue, c'est une voie en fin de compte que l'on explore comme une autre voie que l'on pourrait utiliser, mais c'est l'une des voies possibles pour se comprendre et apprendre à s'aimer et à aimer la vie, en fait, tout simplement. C'est ça, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc c'est quand tu veux pour cette émission. Moi, je te le dis, je suis open. Hein. Ouais, avec plaisir, on s'organisera ça. Magnifique. Avec grand plaisir. Est-ce que tu as des souhaits d'évolution, notamment, alors je sais pas, peut-être un projet d'un autre livre, ou même, je sais pas, d'étendre les champs des possibles au niveau de ta boutique. T'as des projets en cours? Alors en cours, pas forcément. J'avais des idées. Je suis tombée enceinte, donc ça m'a un petit peu poussée à réorganiser certaines choses. Mais par contre, voilà, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la voie minérale, j'ai pas de programme tout fait, en fait. C'est en fonction de des idées qui me viennent, des opportunités. Alors je sais pas, peut-être qu'un jour j'ouvrirai un cabinet de soins, peut-être que j'écrirai un deuxième livre, peut-être que je ferai des formations. Franchement, je sais pas, je reste ouverte, en fait. Je pense qu'il faut laisser les portes ouvertes pour et puis suivre un peu ce qui se présente à soi. Ouais. Faut savoir dire oui. Quand les choses se présentent, il faut savoir dire oui, les saisir et c'est porter. Oui, par le vent, quoi. Par la vie, par l'expérience, quoi.
Ah, c'est sûr. Bah écoute, franchement, merci très sincèrement pour ce magnifique moment de partage, les moments forts. Enfin, j'en ressors toute chamboulée. Parce que vous le savez pas, on a aussi pas mal échangé en off avec Aurélie. Et c'est vrai que je suis admiratif de ton parcours, vraiment. Et voilà, je trouve ça très beau. Tu fais partie de ces enchanteurs, en fait, qui permettent aux auditeurs de trouver des clés pour réenchanter leur vie ou enchanter leur vie. Donc, bravo à toi, vraiment. Merci beaucoup et merci pour cet échange. Ça m'a, tu vois, là aujourd'hui, je suis sortie un peu plus de ma zone de confort. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Donc c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle compétence qui s'inscrit dans ce travail qui s'arrête jamais en fait, ce travail de développement personnel. Ah non mais tu as été magnifique, aux petits oignons, moi je te le dis, c'était pouf. Tu m'as wow. Je vous dis, elle m'a ensorcelée. Tu m'as ensorcelée. C'est vraiment un truc. Je ressors là, j'ai plein de papillons dans les yeux. J'ai plein d'idées. C'est, enfin voilà quoi. Donc un énorme merci à toi, vraiment. Et on a hâte de te retrouver très très vite sur Antasia pour pouvoir un petit peu développer toute cette partie-là, grâce à ton expérience et à ta vision de la lithothérapie. Je te fais plein de gros bisous. Merci, gros bisous à toi aussi. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, ambiance zen et magique, donc on revient en live, il est 11h23 et je suis en compagnie donc de notre très chère Ezeliane. Et coucou. Oh, quelle jolie voix. Ah bon moment, j'avais peur parce qu'on n'avait pas fait le test. Non mais généralement ça marche bien, surtout quand tu te connectes, ça marche très très bien, on n'a pas de problème. Bon, super, comment allez-vous tous? J'espère que ça va bien. Bah écoute, moi ça va très bien. Je suis très heureuse de t'avoir parmi nous en ce deuxième dimanche du mois. Et je suis encore perturbée par l'interview là, ça se voit. Oui, Hein? oui. Mais j'avais pas compris qu'elle était en podcast, en fait, je croyais qu'elle était en direct. Ah pas du tout. En fait, ça veut dire qu'on a très bien fait le job alors. Ouais. J'étais persuadée que tu étais en direct. Et non, c'est bien un podcast parce que c'est vrai qu'Aurélie est très très sollicitée, elle a pas mal de boulot et elle pouvait pas donc être en direct avec nous, donc on a enregistré l'interview il y a quelques temps en arrière maintenant, au début de l'ouverture de la radio. Et donc ça fait un petit moment. Hein. Et donc voilà, diffusion là ce matin. Donc c'est la chronique d'Isilion. Oui, voilà. Je reprends le travail du tarot de Mimi. Voilà, et donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de citron jaune et du cèdre de l'Atlas si j'ai le temps. Mais effectivement, je pense que c'est sur le citron qui va avoir vraiment le plus à dire. Et il y a tellement à dire que j'ai vraiment pas pu tout mettre sur le plan. C'est énorme tout ce qu'on peut faire avec ce fruit. Vraiment. Je confirme. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, hier soir, on a bien vu tous les deux qu'il y avait même un livre qui est malheureusement plus édité et introuvable. J'ai essayé de le chercher ce matin. Alors, le seul exemplaire qu'on peut avoir, c'est au Canada. Donc, avec les frais de port qui vont avec, quoi. Donc, du coup, pas très friendly au niveau du carbone, quoi. Ouais. Alors, Gilliane vous parle en fait du livre qui s'appelle La magie de l'ail et du citron, parce qu'a priori il existait un livre qui est donc plus disponible en France en achat, et donc effectivement ce livre a l'air plutôt pas mal, donc dommage qu'il ne soit plus édité. Mais je l'avais vu dans ma boutique ESO. Et sur le coup, j'étais pas venu pour acheter un bouquin sur le citron et sur l'ail. Et en plus, je suis pas très fan de l'ail, ce qui est paradoxal pour quelqu'un du Sud-Ouest. Mais donc, du coup, je l'avais vite reposé. Et je regrette de pas l'avoir pris, en fait. Ah, tu vois, il y a des regrets dans ce milieu, il y a des regrets. Ouais. Ce livre s'appelle La magie de l'ail et du citron, Mimi. Je viens de poster l'image du livre, si jamais vous êtes intéressé. Mais bon, si vous arrivez à le trouver, chapeau. Ouais. On peut le commander, mais pour l'instant, la seule librairie où je l'ai trouvé, c'est effectivement au Canada. D'accord. Donc, le citron jaune, son nom botanique, c'est le Citrus limon.
Et du coup, ben, il n'a pas vraiment de nom vernaculaire très prononcé. On va l'appeler citron, forcément. Limon, qui donne la fameuse limonade. Mais aussi, j'ai découvert que le mot agrume était initialement utilisé pour désigner le citron et pas les agrumes. Donc j'étais un petit peu surpris quand j'ai vu ça. Voilà. Et on voit bien toute la notion d'agrumes dans ce fameux citron et de tout qui dérive un petit peu du citron, hein, tous les autres agrumes. Et alors, bizarrement, on connaît pas bien l'origine du citron. Donc, il y a certains chercheurs qui pensent qu'il est né en Chine et qui donc serait une espèce naturelle à part entière. Et d'autres qui pensent qu'il est plutôt né en Méditerranée par l'hybridation entre le bigaradier, l'orange amer, et le cédratier. Donc c'est assez bizarre. Et il y a plusieurs études là-dessus, études botaniques. J'ai trouvé beaucoup de références. Je les ai pas toutes lues, évidemment. Au départ, c'est une plante ornementale qu'on va trouver essentiellement dans les jardins islamiques en Espagne. Et petit à petit, la consommation du fruit va s'implanter au cours du Moyen Âge. Mais ça reste quand même un produit de luxe qui faisait partie des plats qu'on réservait sur les 13 jours de Noël. Mais il est assez probable que, de par son acidité, il ait été utilisé dès l'Antiquité pour la préservation de la viande. Mais on n'a aucune trace historique qui le prouve. De nos jours, on trouve des citronniers d'intérieur très facilement, mais vraiment très facilement. Et lorsqu'on va dans le magasin, ils sont beaux, les feuilles sont bien vertes, ils portent des citrons. J'en ai même vu il n'y a pas très longtemps des tout petits avec des gros citrons dessus, c'était ridicule. Et donc on en achète, on mange le citron forcément, on est super content d'avoir son citron. Et là, catastrophe, en fait, notre citronnier ne produit plus jamais de citron. Est-ce que tu sais pourquoi, Alina? Alors là, tu me scotches. Alors déjà, j'ai jamais acheté de mini citronnier, mais non, je vois pas. C'est en ce moment en plus qu'on les trouve. Ouais. Ouais. Non, je vois pas pourquoi. Il y a peut-être, je sais pas, de l'engrais particulier. Exactement. Ouais. En fait, c'est un cas de maltraitance botanique, on va dire. Tous les agrumes qu'on va acheter un peu partout, en fait, sont boostés. Ils sont vraiment dopés pour produire des fruits, pour que la plante soit attractive et que les gens l'achètent. Et c'est une souffrance de l'arbre qui va produire des fruits. Et après, comme il est bien à la maison, il va plus en produire du tout. Puisque l'arbre, quand il produit des fruits, c'est qu'en fait, il cherche à se reproduire, à perpétuer son espèce. Ni plus ni moins. Donc, si vous achetez un pied d'agrumes, alors quel que soit le pied, hein, ça peut être un mandarinier, un oranger, un citronnier, un bigaradier, un kumquatier, je ne sais pas si ça existe, ce nom-là, et que vous voulez qu'il porte des fruits, c'est pas très compliqué. Il va falloir bien le chouchouter et lui apporter de l'engrais spécial agrumes. Il n'y a que comme ça qu'il va vous donner des fruits. Sinon, il va quand même faire ses fleurs. Ses fleurs ont une odeur fabuleuse. Dans une serre, ça embaume, ça sent vraiment très très bon. Et dans le plan, je vous donne plein de petits tips pour bien vous occuper de votre agrume, de votre plant d'agrumes. Je ne vais pas les détailler ici. Alors attention cependant, un pied d'agrumes, il ne va pas survivre dans un climat très froid. À 11 degrés, quel que soit le pied d'agrumes, à moins 11 degrés, il va mourir. Donc il va falloir le rentrer, d'où la fameuse orangerie à Versailles, qui était fait pour ça. Et il va falloir le rentrer ou alors le conserver en serre. Si vous habitez sur le pourtour méditerranéen,
mais vraiment sur le pourtour méditerranéen, vous pouvez tenter de le planter et peut-être qu'il vous donnera des fruits. Les formes sur lesquelles on retrouve le citron, c'est le fruit frais évidemment, hein, le zeste séché, on trouve beaucoup de zeste séché, et l'huile essentielle. C'est un antioxydant, un anti-inflammatoire et un antibactérien. Vous mettez du citron dans vos huîtres, à part à Bordeaux. En fait, c'est tout simplement pour supprimer toutes les petites bactéries qui pourraient se trouver dans l'huître et qu'elles ne vous gênent pas. C'est pas du tout pour le goût, hein, à la base. C'est pour tuer l'huître. Il est très riche en vitamine C et il a été utilisé dans la marine pour lutter contre le scorbut au XVIIe siècle. Et il va réduire la fatigue et aider à lutter contre les maux de l'hiver. C'est un incontournable du fameux grog de l'hiver. C'est un blanchissant naturel et un nettoyant. Et il est également désodorisant. Deux petites anecdotes, enfin 2 petits tips. Il y en a 3 dans le plan, mais je vais en dire que 2. Tout le monde connaît l'encre sympathique. L'encre sympathique, c'est du jus de citron. Vous pressez un citron, vous écrivez avec cette encre, vous la passez au-dessus d'une bougie et l'encre apparaît. C'est hyper connu. Oui, merci, c'est génial pour le grimoire, ça. Oui, pour le grimoire, même pour jouer avec les gosses. Ils adorent ça. Ils adorent ça. En 1929, à Menton, va naître un événement qui va être appelé la fête du citron. Alors pourquoi à Menton ? Tout simplement parce que à Menton, le citron s'acclimate très très bien. Donc le citron et l'orange, et donc ça va être le premier producteur d'agrumes du continent européen. En 1929, donc on va faire cette fête du citron. Elle existe encore. Et à partir de 1936, elle va être associée au carnaval et on va créer des chars qui sont fabriqués en agrumes. C'est assez impressionnant à voir. On a des chars énormes sur lesquels sont fixés plein d'agrumes, donc ils sont orange et jaune. C'est très joli. Ça nécessite pratiquement 120 tonnes d'agrumes tous les ans. C'est énorme. Ouais, T'es là, Lina ? Oui, je suis là, je t'écoute. C'est énorme, en fait. C'est énorme. C'est énorme. C'est un peu du gaspillage quand même quand on réfléchit bien, mais c'est très beau. C'est très très beau. Et voilà, ça existe encore et ça va être dans pas très longtemps, je pense, puisque c'est à peu près au même moment que le carnaval. D'accord. Voilà. Alors j'interviens pas trop dans ta chronique justement pour te laisser du temps, puisqu'elle a été réduite. Okay. Hein. Ok, ça marche. Alors, l'huile essentielle. L'huile essentielle, en fait, c'est pas une huile essentielle, c'est une essence. Puisqu'on va l'utiliser par la pression, enfin, on va la récolter par la pression à froid du zeste de l'écorce. Donc, c'est pas du tout une huile, elle n'est absolument pas distillée, c'est vraiment une essence. Il faut à peu près 3000 citrons pour produire 1 kg d'huile essentielle. Donc, c'est un bon rendement, et voilà pourquoi elle est pas chère et facilement disponible. Elle est composée de 3 molécules majeures. Le limonène, qui est présent dans pas mal d'huiles essentielles, les bêta-pinènes et les gamma-terpinènes. Je vous promets que je vous abreuve pas de noms barbares. Alors, le limonène, ses principales propriétés, c'est que ce sont des antinauséeux et ils sont digestifs. Donc, ça va aider à réduire les nausées ou le mal des transports. Et ça va agir sur tout ce qui est gastrique. Alors, c'est bizarre de mettre de l'acide sur un organe qui est par définition acide, mais en fait, ça va vraiment agir, ça va soulager le foie et l'estomac. Ça a un bon effet pour les femmes enceintes,
vous savez, les nausées dues à la grossesse, ben, pour le coup, les femmes enceintes vont pouvoir utiliser l'huile essentielle, la respirer pour pouvoir faire passer cette nausée. Donc c'est une huile essentielle qui peut être utilisée pendant la grossesse et elles sont rares. C'est toujours grâce au limonène, c'est un antioxydant et un protecteur du foie. Beaucoup de nos anciens prenaient un jus de citron frais pressé le matin à jeun pour faire se détoxifier en fait. Et ça a des vrais effets, pardon. Alors, les bêta-pinènes sont elles qui agissent sur le côté antiseptique, antiviral, antibactérien et anti-infectieux. Donc, c'est vraiment une multitâche. On va souvent l'utiliser en diffusion comme assainissant de l'air ou dans la composition de bains-douches, de dentifrice, de soins bucco-dentaires, mais aussi de produits ménagers. Regardez le nombre de produits ménagers qui sont parfumés au citron. Bah, c'est pas pour rien. C'est un hypolipidémien, c'est-à-dire que ça va permettre de brûler plus facilement les graisses. Enfin, en tout cas, ça va permettre au foie de dégrader les graisses plus facilement. Donc, du coup, on ne va pas les stocker. Donc, elles rentrent dans la composition d'énormément de régimes. Et ça va permettre de ne pas stocker le mauvais cholestérol, le LDH. Ça va agir également sur la production de bile, donc c'est un cholagogue et un cholérétique. Et donc l'évacuation de tous les gras dans l'intestin. Donc on ne va pas les stocker une fois de plus. C'est un antifongique. Ça, on va le retrouver lorsqu'on va utiliser l'acide citrique dans tous les produits ménagers. Bah, l'acide citrique va aider à détruire les champignons. Les champignons n'aiment pas ça du tout. Et c'est un stimulant nerveux, un tonique mental, et c'est toujours grâce au limonène. Et ça permet également, dans la stimulation nerveuse, d'apaiser. C'est un fruit qui va apporter une certaine joie de vivre, qui amène du soleil. Comme beaucoup d'agrumes d'ailleurs, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps de l'effet doudou de la mandarine. Ben, on va avoir ce même effet avec le citron. Et regardez, il y a énormément de bonbons au citron. Et on a ce petit côté, un petit peu côté régressif. Lorsqu'on entend le citron, on pense aux bonbons, on pense à la tarte au citron, on pense à toutes ces petites choses lorsqu'on parle du citron. Alors, les utilisations de l'huile essentielle de citron, comme toujours, les personnes épileptiques et asthmatiques doivent toujours demander un avis médical avant l'utilisation de cette huile essentielle. Elle peut s'avérer irritante si elle est trop concentrée dans la préparation. Donc, la dose recommandée de dilution de l'huile essentielle de citron, ça va être de 20%. Donc, 2 ml d'huile essentielle pour 8 ml d'huile de transport. Il est dommage de la mettre dans une huile de transport à l'odeur forte comme l'huile d'olive, par exemple, même si ça marche super bien, hein, huile d'olive, citron, vinaigrette, c'est un véritable régal. Mais pour l'utiliser comme ça, utilisez plutôt une huile neutre, l'huile de pépins de raisin, l'huile de jojoba, l'huile de tournesol. Attention aux allergies avec l'huile de tournesol. Donc une huile qui n'a pas d'odeur. Elle est également très photosensibilisante, comme toutes les huiles essentielles d'agrumes. Ne vous exposez jamais au soleil après avoir utilisé l'huile essentielle de citron sur le corps. L'huile essentielle de citron peut être utilisée à partir de 6 ans chez les enfants. Et elle peut être diffusée dans les pièces où il y a des bébés qui dorment, mais pas en leur présence. Alors, excusez-moi, j'ai un coup de téléphone, j'espère que vous ne l'entendez pas. Eh ben si, on a entendu la petite musique. Ah, désolé, je me suis dépêché d'aller cacher le téléphone. T'inquiète, et c'est naturel, hein, on est en direct, hein, il se passe des choses autour de nous. Hein. Oui, voilà, désolé. Pourtant, tout le monde autour de moi sait que le dimanche matin, il faut me déranger. Mais bon. C'est pas Vera, non? C'est pas Vera qui t'appelle?
Alors Vera, je sais pas si elle m'appelle, si elle le fait, Je mais en tout cas taquine. j'ai coupé le son, donc du coup je le vois pas. Il y a Mimi aussi qui dit que c'est Vera. Et Vera dit que c'est pas elle. Bon, bah De toute voilà. façon, tu peux y aller Vera sur Facebook, hein, j'ai coupé le son, donc je l'entendrai pas. Et donc on peut la diffuser dans les pièces où les petits vont dormir, mais pas en leur présence. Voilà. On peut l'utiliser, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les femmes enceintes peuvent l'utiliser pour lutter contre les nausées, et c'est tout. Par contre, hein, comme toutes les huiles essentielles, comme c'est très concentré, on recommande toujours d'éviter pour les femmes enceintes, puisque toutes les huiles essentielles passent la barrière placentaire. Donc, du coup, le fœtus et le bébé à venir vont être exposés à toutes les molécules et comme on sait pas trop comment ça agit, on préfère refuser enfin déconseiller de le donner aux femmes enceintes. C'est uniquement pour ça. Par contre, les femmes enceintes, si vous avez peur d'utiliser l'huile essentielle, bah, utilisez un citron, hein. Vous grattez l'écorce d'un citron, vous le sentez, et c'est pareil, puisque je vous ai dit que l'huile essentielle, elle est présente dans l'écorce. Et là où c'est bien, c'est qu'on peut l'utiliser en inhalation, en diffusion, en voie cutanée et par voie orale. C'est un must-have dans l'armoire à pharmacie. Et alors, vous verrez que vous allez avoir un conditionnement en 10 millilitres et un conditionnement en 30 millilitres. Vous allez faire comme tout le monde. Vous allez commencer par acheter 10 millilitres et très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous l'avez plié en 2 temps 3 mouvements. Donc, vous allez passer aux 30 millilitres. Parce qu'elle est utile partout. Dans les produits d'entretien, en pâtisserie, mettez quelques gouttes d'huile essentielle dans votre pâte à gâteau ou yaourt et ça change tout. En cuisine, quelques gouttes dans les papillotes de boisson et c'est génial. À respirer en cas de nausée ou en cas de mal des transports. Alors moi, je m'en sers pas sur le mal des transports. Dans la voiture, j'ai plutôt un petit roll-on avec de l'amande poivrée. Pour ça, elle est bien plus efficace. Enfin, en tout cas, mes enfants répondent mieux à l'amande poivrée qu'au citron, mais ça marche aussi, hein. Lorsque vous avez cuisiné ou que vous avez fait une raclette, donc ça embaume le fromage dans la pièce, bah, diffusez de l'huile essentielle de citron et hop, terminé, il n'y a plus d'odeur, il n'y a même pas celle de citron. En cas de gingivite ou de mauvaise haleine, ça marche bien. Et pour les cheveux gras, ça marche super. C'est vraiment un indispensable à avoir dans la pharmacie familiale. Vraiment. Comme toutes les huiles essentielles, elle est à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, mais surtout de la lumière. Elle n'aime pas la lumière. Donc vous allez la conserver dans un flacon fumé, ou bleu ou brun, hein, peu importe. Et si vous n'avez pas de flacon fumé, vous allez mettre votre flacon, là où vous avez fait votre mélange, ou dans un papier craft, ou dans du papier d'alu. Voilà. Elle aime vraiment pas la lumière. Concernant les propriétés magiques, bah, c'est du genre féminin. Pourtant, on dit le citron, mais c'est féminin. Elle est associée à la lune, elle est associée au cancer et à l'eau. Super étonnant, hein. Les 3 associés, les 4 associés, hein. Féminin, lune, cancer et eau, c'est le combo gagnant, hein. C'est clair. C'est clair. Alors quand on est cancer masculin, on se sent un peu délaissé quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai du vécu. Alors, le truc pour le citron. Quand vous chinez dans un vide-grenier, une brocante, et que là, vous tombez sur le chaudron de vos rêves, ou le miroir que vous cherchiez partout depuis des années, et que là, vous le trouvez dans votre brocante, et bien, le citron, ça va être votre allié pour purifier tout ça. Vous allez presser un citron, mettre à part égale avec de l'eau, et vous allez nettoyer vos trouvailles avec ça. Lorsque vous
faites votre mélange, pensez à l'intention, hein. D'abord, ça va lustrer les métaux. Ça, c'est bien. Mais ça va chasser toutes les énergies résiduelles. Donc, première intention, lorsque vous avez trouvé un objet de seconde main, de l'eau citronnée. Question, Isiliane. Oui. L'eau, elle est chaude? Ou Bon, tu alors, la mets pour froide? préparer ça, non, tu n'as pas besoin. Spécialement? D'accord. Tu peux prendre de l'eau. Tu peux prendre de l'eau de source. Tu peux prendre de l'eau du robinet. Tu peux prendre de l'eau. Là, on est vraiment sur. C'est le citron qui va agir. En fait, l'eau, elle va te servir à diluer tout ça pour que ce soit pas trop corrosif. D'accord, je te pose cette question parce que je sais qu'il y a une méthode pour enlever la nicotine sur les doigts et Oui. ça marche mieux avec de l'eau chaude. C'est pour ça. Avec de l'eau chaude et du sel. D'accord. Tu rajoutes Tu mets du sel sur ta tâche, du sel de table, Mhm. et tu frottes avec un petit coton imbibé d'eau citronnée, voire même de citron pur, hein, là pour les tâches. Et effectivement, faut frotter un peu quand même, hein. Oui, je sais. Voilà, et effectivement, ça part. J'avais vu aussi avec du bicarbonate. Là, je suis un peu plus dubitatif parce que le bicarbonate et le citron, bah, ça va produire une réaction chimique qui va mousser beaucoup et ça va s'annihiler puisque le bicarbonate est basique, le citron est acide et bah, ça va s'annihiler en fait puisque l'alcalinité elle va être détruite par l'acide. Et vous savez que rien ne se crée, tout se transforme. Bah, les ions vont s'annihiler et ça va devenir neutre. Donc je suis assez mitigé quand même sur le mélange avec le bicarbonate. Le sel, ça marche très très bien. Ça fait un petit côté abrasif aussi. D'accord. Quand vous faites ça, les fumeurs, pensez à bien hydrater votre peau après, parce que c'est un peu agressif quand même. Oui. Voilà. Donc l'hydratation, c'est avec une cold cream, avec du beurre de karité, avec une huile sèche comme de l'huile de noisette par exemple. Une petite crème Nivea aussi, hein, ça passe bien. La crème Nivea, bah, c'est une cold cream, hein, la crème Nivea. D'accord. Voilà. Il y a des. Alors la crème Nivea, elle est super parce que bah, ça fait des années qu'elle existe, ça fait même des décennies. Je me demande même si on n'est pas rendu au siècle maintenant. On a des cold cream maintenant qui sont bien plus absorbées et moins grasses maintenant. Je pense à. Je peux citer des marques ou pas? Oui, tu peux, oui, tu peux. Bah, il y a la cold cream de Aven, il y a la Roche-Posay qui est super bien. Voilà, les cold cream c'est mieux que la crème Nivea parce que bah, c'est de la nouvelle technologie, elles sont absorbées même très rapidement et elles laissent pas la peau grasse comme pouvait le faire la crème Nivea. Mais la crème Nivea est très très bien, hein. Si vous êtes adepte de la crème Nivea, n'en changez pas. Mais la technologie a évolué maintenant. Et les cold cream sont beaucoup plus confortables maintenant. Eh ben, il nous fait des tips ce matin, notre très cher Isiliane. Par contre, la crème Nivea, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux après un coup de soleil, par contre. Ouais, c'est vrai. C'est mieux que la Biafine. Oui, la Velleda, elle est top. En plus, elle est neutre chez Yuka. Alors que les autres le sont moins bien notés. La Velleda, elle est vraiment bien. Mais Velleda, de toute façon, ils font très attention à la compo de leurs cosmétiques. C'est à la fois au niveau empreinte carbone et top, et au niveau provenance des produits, c'est toujours tracé, toujours équitable. Enfin, voilà. Ben, merci Mimi, à la crème Nivea de 1911. Voilà. Donc effectivement, on a dépassé le siècle. Waouh. De la même manière que ça va nettoyer vos objets, ben, ça va vous nettoyer vous aussi. Un petit jus de citron dans votre bain de la nouvelle lune, ben, c'est nickel pour prendre un nouveau départ. Et ça va pas vous abîmer, hein, parce qu'un bain d'une centaine de litres, un citron là-dedans, ça va pas faire grand-chose. Sur votre peau, en tout cas. Pour purifier la maison ou un espace bien précis, vous allez verser une goutte d'huile essentielle dans 100 ml d'eau et mettre dans votre diffuseur brumisateur. Et hop,
pareil, toutes les énergies vont partir, toutes les énergies néfastes. Hein. C'est pas le gros karcher comme pourrait être le sang dragon ou des choses ou la sauge. Hein. C'est pas le gros karcher. Hein. Ça va vraiment faire partir les énergies néfastes. Ce qu'on ne sait pas, et alors moi je le savais pas non plus, c'est en faisant mes recherches que je l'ai trouvé, c'est que bizarrement, ça va aider sur tous ceux qui doivent avoir un détachement émotionnel. Donc tous les juges, les policiers, les soignants, les techniciens de pompes funèbres, les travailleurs sociaux, les enseignants, enfin, tout ça, où dans notre environnement professionnel, où on en prend plein la tête, où on va voir la détresse des gens, et ça peut nous affecter, et on peut ramener à la maison, on peut ramener ces problématiques à la maison. Le citron va nous aider à tout distancer. Ça va bloquer les odeurs et ça va éviter de ramener le bagage émotionnel. En dodécadéisme, on dira que ça va bloquer les miasmes, en fait. Ça va faire une espèce de barrage et les miasmes ne vont pas s'accrocher à nous. Et donc, du coup, avoir un petit roll-on avec de l'huile essentielle de citron diluée, ça peut être intéressant lorsqu'on travaille là-dessus, dans ces domaines-là. Pour cela, Amy Blackthorne nous propose dans son livre Magie botanique 2 synergies à diffuser qui sont hyper intéressantes. Donc je vous renvoie à son livre, je les ai pas mis dans le plan par souci de propriété intellectuelle, tout simplement. Dans la magie d'abondance, il peut faire ses preuves aussi. Donc vous allez diluer 1 millilitre d'huile essentielle dans 9 millilitres d'huile de transport. Vous allez graver une bougie jaune ou dorée avec le symbole euro ou dollar si vous êtes au Canada. Vous allez dresser votre magie de la façon habituelle, puis l'allumer sur votre autel un dimanche. Et ça va vous aider à faire rentrer des sous-sous dans la tirelire. Dans les parfums, ta partie préférée, Alina, elle va être utilisée en note de tête. Elle est très répandue en parfumerie et c'est surtout un ingrédient essentiel de n'importe quelle eau de Cologne. Dans n'importe quelle eau de Cologne, vous allez trouver du citron. Également dans l'eau de Floride. Dans l'eau de Floride, c'est la composition majeure de l'eau de Floride, les agrumes. On va la trouver dans My Burberry Black Elixir de chez Burberry chez les femmes et dans 4 Intense de chez Boucheron chez les garçons. Voilà pour le citron et il y a encore énormément de choses à dire. Est-ce que j'ai le temps de vous parler un petit peu du cèdre Atlas ou pas? Oui, tu peux en parler un petit peu, il n'y a pas de souci. Okay. C'est 54, on a encore un petit peu de temps. Ok, donc je vais aller super vite. Hein. Contre, donc le cèdre de l'Atlas. Tu sais ce qu'on pourrait faire pour la prochaine fois à ce moment-là? Au lieu de te proposer 11h30, 11h15, ce serait peut-être mieux. Non? Là, c'est surtout que le citron, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. D'accord. Donc on va tenter, on verra bien si jamais. Ok. Si jamais. Le cèdre de l'Atlas, donc c'est Cedrus atlantica, ou cèdre bleu ou cèdre pleureur. Je l'ai vu aussi sous le nom de cèdre pleureur. Donc c'est un arbre qui est originaire de la Mésopotamie et à l'époque on le brûlait dans les temples pour se protéger des démons. On fabriquait même les portes des temples en cèdre pour protéger les temples. Le symbole même du cèdre, c'est la majesté et la longévité. Tous ceux qui ont vu l'arbre peuvent confirmer. Hein. C'est un arbre qui est très majestueux, qui se pose là. Et surtout, il va vivre pratiquement entre 500 et 600 ans. Hein. Le nom de ce mot vient du grec kédros, qui désignait l'arbre. Dans la mythologie grecque, on va le retrouver énormément. Hein. On va avoir beaucoup de transformations en cèdre. On va avoir beaucoup de Circé s'en sert énormément dans ses potions. Et on dit aussi que les dieux, lorsqu'ils descendaient sur Terre, se perchaient sur les cèdres pour regarder. Voilà, ce serait l'arbre préféré des dieux.
Les plus vieux cèdres de France se trouveraient au Jardin des Plantes en France. On va le retrouver sous la forme de copeaux de bois à brûler ou en encens, carrément en poudre, ou en huile essentielle. C'est un anti-vergeture, un anti-pelliculaire, un décongestionnant veineux, drainant, un expectorant, un assainissant atmosphérique là aussi, et aussi un insecticide. Alors, il marche en insecticide et pourtant, toutes les études sur ce point-là n'ont pas prouvé qu'il est insecticide. Et pourtant, ça marche. Donc, c'est vraiment un mystère pour le coup, puisqu'on n'a pas d'explication scientifique. Donc, je vous donne un petit tips pour éloigner les mythes, et notamment les mythes alimentaires. Vous savez, ces espèces de petits papillons de nuit insupportables qui vont se mettre dans vos placards de cuisine et qui sont insupportables à faire partir. On est obligé de tout jeter. Donc, pour éviter qu'elles viennent, vous allez faire la synergie qui suit. Donc, 90 gouttes de lavande vraie, 90 gouttes de romarin à camphre, 90 gouttes de cèdre de l'Atlas. Vous la conservez pure, cette synergie, on ne la dilue pas. Vous imbibez des morceaux de coton que vous allez mettre dans votre garde-manger et vous allez changer ces cotons toutes les 3 à 6 semaines. Une fois que vous avez éradiqué les bestioles, par contre. Et en fait, elles ne reviendront pas. Elles ne reviendront pas. L'huile essentielle est obtenue par la distillation de son bois à la vapeur. Il est lipolytique, il va agir sur les graisses, notamment les graisses qui vont se mettre dans les cicatrices. Donc du coup, c'est comme ça qu'il va agir sur la cicatrice pour la faire disparaître, tout ce qui est vergeture et tout ça. C'est un décongestionnant veineux, un lymphotonique, il va assurer que la lymphe circule bien et pas se stocker. Donc, du coup, c'est un petit peu un drainant lymphatique. Voilà pourquoi il a un effet sur la rétention d'eau. C'est un antibactérien qui va agir sur l'Escherichia coli, pas mal de Pseudomonas et pas mal sur les Klebsiella. C'est un antalgique relaxant dont on se sert pas mal en aromathérapie. Et c'est un antifongique puisque le bois de cèdre en fait ne pourrit pas. Là aussi, il va falloir faire attention aux personnes épileptiques et asthmatiques et notamment aux personnes avec un terrain allergique. C'est une huile qui est allergisante. Donc là aussi, on va la diluer à 10%. 1 millilitre d'huile essentielle pour 9 millilitres d'huile de transport. Elle a également une influence endocrinienne. Donc, certaines études l'évoquent souvent, mais j'ai retrouvé que les chercheurs, ils n'étaient pas d'accord. Ils pensent que c'est l'huile essentielle du cèdre de Virginie qui a un effet endocrinien et pas celui du cèdre de l'Atlas. Donc, dans le doute, si vous avez des troubles hormonaux ou si vous avez des mastoses, vaut mieux l'éviter. Elle ne peut être utilisée qu'à partir de l'adolescence. Elle est strictement interdite aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 8 ans sous toutes ses formes. Elle peut être utilisée en inhalation, en diffusion et en voie cutanée. Jamais à l'oral. Jamais. C'est un poison. Alors, si vous appréciez l'odeur et vu qu'elle coûte très peu cher, vous pouvez vous l'offrir, mais elle est tout sauf indispensable. Pour les propriétés magiques, on est sur le genre masculin et elle va s'associer ou au soleil ou à Mercure. Donc elle va être associée au lion, au gémeaux et à la vierge, au feu ou à l'air. On va s'en servir pour la purification, la longévité bien entendu, la santé, la protection, la chance et le bannissement. En magie, elle est considérée comme une huile essentielle un peu à tout faire, de par ses propriétés purifiantes et sanctifiantes. Donc elle est parfaite pour les huiles d'onction, les sacs mojo, les talismans, tout ça. Elle peut également vous protéger si vous êtes amené à rencontrer beaucoup de personnes et à devoir serrer beaucoup de mains. Vous allez utiliser de l'huile diluée sur les poignets et donc ça va bloquer les énergies négatives et qui vont pas rester sur vous, exactement comme les mythes dans le placard. Exactement. Les baguettes en bois de cèdre sont réputées pour être des baguettes efficaces dans toutes les magies. On est vraiment dans le multitâche en fait.
Mimi hier nous a dit qu'elle était liée à la lame de la tempérance. Et donc, dès l'Antiquité, le cèdre, il est associé à la guérison. Donc, voici une synergie qui peut vous aider à parcourir la voie de la guérison. Elle peut être diffusée pure dans un diffuseur d'huile essentielle ou bien diluée dans une huile d'onction ou pour un sac mojo ou même les daguides. Si vous travaillez avec les figures, elle est vraiment pas mal. Donc, un goutte d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas pour la force et la longévité, 6 gouttes d'huile essentielle de girofle pour la force et la protection, 5 gouttes d'huile essentielle de lavande pour la purification, le sommeil, mais aussi la longévité, 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour la guérison et la purification, et 17 gouttes d'huile essentielle d'oliban pour la purification et surtout pour briser les sores. Cette synergie, vous la diluez à 10% dans une huile de transport si vous l'utilisez en travail magique ou pure pour la diffuser. Je suis allé un peu vite, hein, n'hésitez pas à me demander le plan. Dans les parfums, elle est utilisée en note de fond. De toute la famille des cèdres ont cette espèce de super pouvoir de fixer les autres fragrances qui sont très volatiles. Elle va rester sur la peau. En parfumerie, on va lui préférer le cèdre de Virginie que le cèdre de l'Atlas. Il est un peu moins âpre à l'odeur. Longtemps, elle a été réservée aux parfums très masculins avec les notes boisées de cuir et de fumée. Petit à petit, les parfumeurs modernes vont l'intégrer dans la composition de parfums féminins. On va la trouver par exemple dans Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Alors parfums féminins qui sont quand même costauds quand même. Hein. Black Opium, il envoie. C'est pas la femme timide qui porte ça. C'est très fort. Et chez les femmes et chez les hommes, on va le retrouver dans plein de parfums. Donc moi je vous ai marqué dans le plan bleu de Chanel parce que je l'adore, mais il est vraiment dans énormément de parfums masculins, vraiment. Voilà, je suis allé très 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 vite sur le cèdre. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Pas du tout, mon très cher Isiliane, vraiment. C'est toujours passionnant à chaque fois quand tu nous proposes donc ta chronique autour des plantes, des huiles essentielles. Enfin, franchement, moi, j'en prends plein les mirettes. Et vous l'avez compris, hein, moi, je préfère aussi la partie du parfum parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un type d'art qui commence à se développer, l'odeur dans notre magie. Tout à fait. C'est fou. Il y a un très bon bouquin qui est sorti il y a un an maintenant. Je vous le recommande, hein, c'est l'art de la parfumerie magique. Il est vraiment bien fait, il explique super bien, il vous donne des recettes. Hein. Voilà, j'essaye de le faire venir, enfin, je vais essayer de le faire venir sur Antasia, l'auteur. Ah, ce serait magnifique, hein. Waouh. Je vais essayer de le contacter, de le faire venir parce qu'il est passionnant. Pendant que tu faisais ta chronique, j'ai été voir sur Internet concernant ce fameux livre donc de Robert Comte aux éditions Bussière. Et effectivement, il est disponible au Canada à $14,95 sur le site donc de Renaud Bray, B-R-A-Y. Donc si jamais, renaudbray.com, si jamais vous voulez l'acheter, eh bien voilà, il est dessus. Donc merci les Canadiens. Hein. Oui. Encore une fois, c'est les Canadiens qui nous font les gardiens du savoir. Hein. Parce qu'ils nous avaient fait le coup à l'époque avec le Buckland aussi. Le Buckland en français, on ne pouvait plus le trouver qu'au Canada. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est fou ça. Et c'est quand même un livre qui date de 2012, hein, donc bien avant tout le côté witchy, witchy talk, tout ça. Donc ça fait bien une bonne dizaine, 12 ans. 12 ans, c'est énorme. Hein. C'est long. Ouais. Ça passe vite. Je te remercie, mon très cher Isiliane, vraiment pour cette super chronique. On verra pour le mois suivant. On va rester à 11h30, mais c'est vrai qu'effectivement, si on se rend compte que ça déborde un petit peu, bon après ça va, c'est 12h05, ça va. Mais après, n'hésitez pas à me faire des retours aussi sur s'il y a des choses qui vous plaisent pas. C'est peut-être pas forcément la peine que je le dise à l'antenne. Quand je détaille toute la composition chimique, par exemple, c'est vrai que ça peut être un peu lourd, donc n'hésitez pas à me le dire si c'est trop lourd, si c'est trop compliqué ou trop complexe. Moi je suis obligé de le mettre dans le plan, mais je peux très bien ne pas le dire à la radio aussi. Ouais, pourquoi pas, effectivement, avoir des retours. Donc pour écrire à Isilion, donc c'est Isilion
radiofantasia.fr. Donc n'hésitez pas à lui écrire, vraiment, pour le remercier déjà, et puis recevoir les plans, parce qu'il y en a 2. Hein. Oui. Et sinon, alors, ce soir, comme chaque dimanche soir, on a Eric Cooper à partir de 20h avec la croisière folk. Ça va être super. On a Faut qu'on en parle avec Luc et Mylène à 21h jusqu'à 23h, comme chaque dimanche soir. Donc là, je vais voir cet après-midi ce que je vais diffuser ce soir. C'est donc une surprise. On n'oublie pas, et oui, on n'oublie pas l'anniversaire de notre très chère Mimi Mireille mardi. Et oui, c'est son anniversaire, elle est née un 13 février. Tu vas en profiter, Isilène, pour le soutage de ses anniversaires à l'antenne ? Ah, mais moi, je vais l'appeler le mardi. Oui, mais t'es en live, là. Ah, mais je te fais un gros bisou, ma petite Mimi. Oh. Mais elle le sait déjà. Oui. Mais le fait d'être en live, tu vois, c'est encore plus merveilleux. Voilà. Oui, c'est vrai. Sinon, si vous avez raté les émissions donc, de ce week-end, donc samedi après-midi, on a reçu Lina de Demoiselles étranges qui nous a parlé et nous donné des petites techniques vraiment très sympathiques pour pouvoir tirer les cartes et comprendre l'interprétation des tirages. Donc cette émission sera en rediffusion ce mercredi entre 16h et 18h. Et si vous avez raté la lame numéro 14 de Mimi Mireille, Voyage au cœur du tarot, donc qui a eu lieu hier soir, elle sera en rediffusion cette émission jeudi aux alentours de 16h, entre 16h et 18h. Donc n'hésitez pas à être sur radiofantasia.fr pour réécouter les rediffusions. Et ensuite, bien sûr, en replay sur nos chaînes YouTube. Voilà. Alina, j'ai tout dit. Oui. C'est quoi la lame 15 ? Le diable. Ah, c'est bien. Attention, je m'en souviens parce que je trouve que cette lame, elle est assez percutante. Voilà. Ah oui, c'est sacré lame. Et d'ailleurs, on n'a pas diffusé sur Radio Fantasia la lame 13 parce qu'elle a déjà été diffusée sur Witches Radio, donc elle est déjà disponible en podcast sur notre chaîne YouTube Witches TV, si jamais vous voulez l'écouter. Tout à fait. Voilà. Vous savez tout, les amis. La lame 13, ça fait très longtemps qu'on l'a faite d'ailleurs. Ouais, c'est en 2021, je crois, de mémoire. C'est ce que j'allais te dire. Ça fait bien 2 ans, je pense. C'est énorme. Hein. Ça passe vite, en fait. Hein. On va pas le temps passer. Ouais. Alors, avec toutes tes annonces me concernant, Alina, je crois que tout le monde est au courant. Eh ben oui, Mimi, tout le monde est au courant que c'est ton anniversaire mardi. Donc écrivez à Mimi. Bah oui, oui, j'arrête pas depuis ce matin. J'ai déjà commencé hier, pour te dire. Et oui. Oh, pauvre Mimi. Adélie, elle a raison, parce que Mimi, elle le mérite vraiment. Mimi, c'est notre merveilleuse Mimi chérie. Voilà. Ce que vous savez pas, c'est qu'elle déteste ça. La pauvre. Je pense que vous le savez en plus. C'est vrai, je savais pas qu'elle détestait ça à ce point. Faut pas. On parle tout le temps d'elle, si. Ah mais il faut pas détester ça, au contraire, c'est merveilleux. Et oui. Donc on fait plein de gros bisous. Cette émission est en rediffusion à partir de 16h aujourd'hui, entre 16h et 18h. Et donc Isilène, petit mot de la fin. Eh ben, je fais une spéciale dédicace à notre ami Kadarn et je lui fais plein de poutou. Oh, et ben plein de poutou à Kadarn alors. Gros bisous et puis passez un joyeux dimanche les amis. Joyeuse semaine.